Est-ce que c'est bon pour la technique? Ouais, on me fait un gros pouce, super. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette troisième et dernière conférence du village Levons-les-Voiles. Un gros merci d'être aussi nombreux et nombreuses. J'espère que vous êtes vraiment sous l'attente parce que vous voulez voir cette conférence et pas parce qu'il pleut dehors. En tout cas, on est ravis de cette journée, on est ravis aussi de tout ce qui se passe que vous pouvez voir à l'écran. Du coup, il y a des gens qui demandaient, qui ne savaient pas, mais c'est vraiment du live. Donc ce que vous voyez est en direct depuis la baie de Fouesnant. Et on peut applaudir... C'était pas une mince affaire de faire en sorte que ça existe. Et il n'y a pas que ça qui existe, puisque c'est aussi retransmis en live, notamment sur différents réseaux sociaux, différents relais web. Je propose qu'on prenne vraiment un petit moment là pour faire un tonnerre d'applaudissements à toutes les équipes techniques qui font en sorte qu'il y ait du live là-bas, qu'il y ait du live ici, qu'il y ait du live en mer. Merci. On va en parler durant cette table ronde, mais il y a un enjeu qu'on partage pour beaucoup ici, c'est comment est-ce qu'on fait pour être encore plus nombreux et nombreuses, comment on fait pour toucher aussi nos proches qui sont pas forcément politisés sur ces questions-là, comment on fait pour parler de la lutte contre l'extrême droite à des gens que, a priori, ça n'intéresse pas, mais pourtant qui sont directement concernés. Enfin, c'est des sujets qui nous importent beaucoup. Et de pouvoir, à minima, avoir un live qui soit diffusé sur les réseaux sociaux, c'est une première marche dans le fait de produire du contenu qui aille à destination des gens qui ne vont pas prendre le voilier pour aller en mer pour diverses raisons, qui vont pas venir jusqu'à Guiscrive sur le magnifique village de Vélez-Voiles pour diverses raisons, mais qui peut-être pourront au moins trouver ce contenu-là en ligne pour pouvoir voir ce que nous on essaye de faire ici, c'est-à-dire déjà lutter contre l'extrême droite et l'Empire Bolloré, parce que c'est pour ça qu'on est là, mais aussi pour incarner les valeurs de solidarité, les valeurs internationalistes, les valeurs d'ouverture qu'on essaye d'incarner ici au maximum. Et donc ça me permet de rappeler que déjà demain il y aura aussi un moment internationaliste dimanche matin qu'il faut pas oublier, qui fait aussi partie de la conférence, et je remercie les personnes qui sont déplacées pour ça et qui seront là demain. Donc merci beaucoup, applaudissements. Super. Donc moi je m'appelle Maxime, je suis membre du collectif Levons-les-Voiles et je suis ravi de vous accueillir pour cette grande troisième table ronde, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde parce que on avait aussi envie de montrer qu'il y a une diversité d'actions, de moyens d'action, et que chacun et chacune d'entre vous peut trouver sa manière de faire face à l'extrême droite. Et donc il y a une diversité d'acteurs et d'actrices ici qui ont un engagement dans la lutte contre l'extrême droite au quotidien et qui vont nous en parler. Et avant d'aller sur ces terrains des actions concrètes, on va juste s'assurer ensemble qu'on parle bien de la même chose et qu'on sait de quoi on parle quand on parle de l'extrême droite. Et on avait envie j'ai envie de faire un petit sondage avant, juste pour savoir. Est-ce que, juste pour les gens qui peuvent lever la main, qui c'est qui est originaire de Bretagne et qui habite en Bretagne en ce moment? Ok. Est-ce qu'il y a, juste pour savoir, il y a des gens qui viennent pas de Bretagne et qui sont là aussi? Voilà, merci de vous être déplacés, merci à vous. Super. Je voudrais pas faire le chauvin, mais on va parler de l'extrême droite en Bretagne, mais on a quand même choisi cet angle-là en se disant que c'était important de pouvoir aussi parler de la spécificité de ce que c'est combattre l'extrême droite en Bretagne, et se dire que parler de l'extrême droite dans un territoire, notamment aussi on va parler de territoires ruraux à certains moments, ça peut faire écho à plein de vécus dans d'autres territoires aussi, donc j'espère que vous allez y trouver votre compte, même si vous n'êtes pas habitant ou habitante en Bretagne. On va démarrer. J'ai quand même envie de faire un dernier truc parce que ça n'a pas été fait jusqu'à présent, je crois, et quand on connaît tout le travail que ça représente, je pense que c'est important aussi. Il y a peut-être, pour beaucoup d'entre vous, vous avez mangé ce midi, vous allez manger ce soir, et donc on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour la cantine qui fait des repas toute la journée. Et la boulangerie mobile qui fait du pain frais tout le week-end. Voilà. À chaque fois, j'hallucine de cette information, mais on a du pain frais sur le camp. Voilà. Il paraît qu'on a même eu des cookies. Moi, j'ai pas eu de cookies, mais il paraît qu'il y avait des cookies. Voilà. J'ai loupé les cookies si jamais il en reste. Voilà, petit appel. Parlons peu. Allons-y.
De quoi on va parler ensemble? Donc on a différents intervenants que je vais présenter rapidement et puis ensuite on va pouvoir rentrer dans le dur du sujet. Il y aura un gros moment pour parler avec les intervenants, il y aura un moment de questions-réponses et je vous prépare tout de suite. Puisqu'on va parler aussi de mode d'action, il y a une chose qu'on aimerait bien essayer d'incarner ce soir ensemble. On va tester, peut-être que ça va être le bordel, et au pire ce sera un joyeux bordel, mais c'est de passer dans un moment d'auto-organisation collective aussi en disant on va essayer de sortir de cette passivité que peut vous mettre une conférence. On fait beaucoup de conférences, on fait beaucoup de contenu, mais l'idée c'est comment est-ce que chacun et chacune d'entre vous qui est là peut aussi trouver dès aujourd'hui un moyen d'action concret. Et donc on va essayer à un moment donné dans la conférence, vous allez voir, de créer des groupes où vous puissiez échanger en petits groupes, où vous puissiez parler directement avec les intervenants pour pouvoir potentiellement monter je ne sais quoi, une manifestation, une action, un rassemblement, d'essayer de savoir comment est-ce qu'on pourrait lutter sur l'extrême droite dans votre ville, s'il y a un truc très concret dans votre ville qui fait écho à ce qui a été dit. Enfin, l'idée c'est qu'on prenne peut-être une grosse demi-heure à la fin pour que vous puissiez repartir de là au moins avec un prochain petit pas, une action concrète que vous puissiez mener et sortir un peu de la passivité que peut nous mettre de fait dans laquelle peut nous mettre les conférences. Donc on va tester ça ensemble après et si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on aura testé, mais je vous fais confiance pour être des spectateurs actifs et actives. Les intervenantes. Donc on va commencer avec toi, Erwan Chartier, qui est là, qui est journaliste, rédacteur du POER, qui a publié ce livre, qui est notamment ce pourquoi nous t'avons invité ce soir, Calac de Bretagne ou les obsessions de l'extrême droite française. On va revenir avec toi sur ce qui s'est passé à Calac, sur les menaces de mort que tu as subies en tant que journaliste pour avoir couvert aussi ce qui s'est passé à Calac. Je vous en dis pas plus, mais donc Erwan va nous en parler. On va avoir les intervenants suivants qui vont nous parler un petit peu de comment est-ce qu'ils et elles luttent au quotidien contre l'extrême droite, avec la Ligue des droits de l'homme qu'on est ravis d'avoir et qui fait un gros travail, donc avec Patrick et David qui vont nous en parler. On va avoir aussi comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême droite dans le secteur du travail, en tant que travailleur, travailleuse, donc aussi dans les syndicats, avec Damien du collectif Vigilance intersyndicale antifasciste. Vigilance... Vas-y. Alors, c'est une association qui s'appelle Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste. Initiative Syndicale Antifasciste, pardon, VISA. On va ensuite avoir Mélanie et Caro qui vont nous parler du travail qu'elles font très concrètement au planning familial du 56 à Questembert, notamment auprès des femmes victimes de violences. Et puis, on va avoir page 15 du collectif. On peut applaudir. Et page 15 du collectif Lorient la combative, pour aussi tous les collectifs Antifa qui se montent et qui luttent très concrètement aussi dans la rue contre le fait que les fachos reprennent aussi la rue et comment est-ce qu'on se mobilise pour ça, et aussi les questions de sensibilisation dont on parlera ensemble. Ça nous fait un super programme. Moi je suis ravi, je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Ok, super, très bien. Eh bien c'est parti, commençons par comprendre de quoi on parle. C'est quoi l'extrême droite en Bretagne aujourd'hui? À quoi on fait face? On peut rappeler peut-être quelques chiffres, mais moi il y a un truc qui m'a marqué et qui m'a donné aussi envie d'aller creuser ce sujet-là particulièrement, c'est que paradoxalement en Bretagne, on est l'une des seules régions qui n'a pas vu l'arrivée de députés RN aux législatives dernières. Donc c'est une première petite victoire qu'on peut célébrer. On est l'une des seules régions de France dans lesquelles il n'y a pas de députés Rassemblement National. Donc ça c'était un feu, je me suis dit ouais, c'est super, on est trop forts les Bretons, incroyable et tout. Et puis en fait quand on creuse un peu dans le détail, on se rend compte que mine de rien l'extrême droite, comme partout en France, elle progresse aussi en Bretagne. Et donc on va en parler avec toi Erwan, tu vas nous commencer par nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à Calac, puisque j'ai teasé un peu au début. Qu'est-ce qui s'est passé à Calac et comment est-ce que vous avez couvert ça avec le POER et qu'est-ce qui toi t'est arrivé et puis, puis on va tirer le fil de ça. Je pense que c'était important d'en parler de Calac parce que ça a été une des premières victoires symboliques de l'extrême droite, voire de l'ultra-droite en Bretagne. Donc Calac, c'est un projet privé d'une fondation qui nous a envoyé un communiqué de presse, on était en 2022, qui voulait restaurer l'ancien collège privé qui était en ruine de Calac. Donc Calac, c'est un petit bourg de 2000 habitants, pour faire venir une des familles de réfugiés qui aurait occupé ce local et qui serait insérée dans le tissu local. Alors je dois avouer, je le dis dans le bouquin, quand j'ai reçu le communiqué de presse, j'étais un peu, c'était très sympa, c'était très communicant, un peu bobo. Je le dis avec beaucoup de tendresse. Mais je me suis dit, aïe, réfugiés, la présidente de la fondation s'appelle Cohen. Je me suis dit, on va avoir l'extrême droite assez rapidement sur ce truc. Ils sont venus faire une conférence, une réunion publique à Calac. On est au printemps 2022 là. Ça s'est bien passé. Il y avait 4-5 militants identitaires qui étaient quand même là, mais qui ont pas ouvert la parole.
Et puis le projet qui était porté par les élus a suivi son cours. Nous, on suivait l'actualité. On était en pleines élections, donc c'est le moment où on voit arriver un nouveau parti d'extrême droite avec Zemmour, Reconquête. Et nous, on suit les campagnes. On est en Centre-Bretagne. On est un hebdo local généraliste, tout ce qu'il y a de plus banal. Et pendant le printemps, on voit quand même des trucs arriver. On voit un site d'extrême droite locale, Brésinfo, qui commence à parler de 150 réfugiés qui vont arriver à Callac. Et on le relaye pas, c'est assez... En Centre-Bretagne, moi j'ai là ma particularité, j'ai pas de militants d'extrême droite, j'ai pas d'élus d'extrême droite, j'ai un vote RN qui augmente, comme dans toutes les zones rurales. Mais voilà, c'est tout, quoi. C'est pas un sujet vraiment, quoi, dans notre quotidien de journaliste. Donc nous, on fait notre boulot, on fait état de la réunion publique, on fait aussi état d'un comité contre le projet qui se monte avec 2-3 habitants, qui étaient plutôt des gens de droite réac, mais pas... Voilà. Et là, on arrive à l'été, on passe les élections. Zemmour fait un bon score, enfin 7% quand même à la présidentielle, mais il n'a aucun député. Donc pour motiver les troupes, on voit bien qu'ils vont aller chercher après, mais ça on l'a su après, tous les moyens possibles de faire du buzz et de voilà tout ce qui était accueil de réfugiés ou démolition d'églises. C'était un peu leurs deux thèmes. Fin juin, alors on découvre un peu la fachosphère, comment ça fonctionne, avec des sites qui commencent à s'emparer du sujet, donc 2 sites qui s'appellent, un qui s'appelle Résistance républicaine et l'autre qui s'appelle Riposte laïque. Je vous conseille pas. c'est un peu rude comme prose. Donc là, on a des gens, c'est un couple en fait. Donc il y a Madame Tazin qui a Résistance républicaine et Monsieur Cassin qui a Riposte laïque. Et là, ils étaient très pro-Zemmour, mais et ils commencent à s'emparer du truc. Et là, on voit Reconquête et ces quelques cadres dans les Côtes-d'Armor qui commencent à se rapprocher du comité d'opposants et qui vont faire de l'entrisme dedans, dont un monsieur Germain qui était candidat aux législatives pour Reconquête. Et lui, je le dis parce que c'est important dans leur démarche, lui, il parle de 70 familles de réfugiés qui allaient arriver à Callac, donc des réfugiés sud-africains et musulmans, donc avec 10 enfants, donc ça faisait 700 réfugiés qui allaient arriver d'un coup à Callac, dans un bourg de 2000 habitants. Ça fait rigoler, mais ils ont commencé à faire de la propagande là-dessus, quoi. Et il y avait des anciens, ma foi, qui ont commencé à avoir peur aussi. Enfin, ils ont commencé à faire peur aux gens, en fait. Juste avant l'été, ils ont lancé aussi une pétition contre le projet. Une pétition, alors il y avait plein de gens aux États-Unis, tout ça, qui ont signé une pétition contre des réfugiés à Callac, parce que c'était leur préoccupation principale. Et pendant l'été, on n'a pas vu, mais ça commençait à buzzer sur leur réseau. Et début septembre, il y a un événement, c'est la première université d'été de Reconquête. Alors moi, j'y étais pas, mais quelques collègues journalistes m'en ont parlé en me disant qu'ils ne parlaient que de Callac. Notamment et ils ont organisé une première manif un peu Reconquête, Riposte laïque et Résistance républicaine. Donc on a eu droit à une première manif début septembre. Donc là, ouais, alors manif qui a réuni 300 personnes. Alors nous, en tant que journalistes, on est arrivé. Alors on n'était vraiment pas habitués aux manifs d'extrême droite. Ça fait un peu bizarre. Donc c'était un peu comme un dessin de Cabu. Il y avait l'adjudant Cronenbourg, enfin des gens en uniforme militaire, enfin assez âgés, des dames avec des chignons, beaucoup de gens qui venaient de Vendée aussi. J'ai rien contre les Vendéens, mais voilà. Et par contre, il y avait une contre-manif aussi. Ah ouais, le préfet des Côtes-d'Armor avait été superbe. Il nous avait organisé. Il y a deux ronds-points pour arriver à Callac. Donc il y avait un rond-point manifestation d'extrême droite et un rond-point contre-manifestation. Donc il y avait un énorme bouchon sur la route entre Guingamp et Carhaix. Et bon, voilà. Donc 200 gendarmes mobiles dans Callac, 300 manifestants pour l'extrême droite, dont une vingtaine de personnes du coin. On les a comptés. Parce que j'avais ma correspondante qui était dans le bureau du maire, qui s'est fait insulter pendant 3-4 heures. Et donc, on les a à peu près comptés. Et puis, 350, par contre, pas beaucoup de monde dans la contre-manifestation. Et je pense qu'il y a 10-15 ans, il y aurait eu beaucoup plus de monde. 350, 400, quoi. Bon, ça se passe. Et l'extrême droite continue, Reconquête notamment. Ils viennent notamment sur le marché toutes les semaines. Donc, il y a des échanges vigoureux avec les élus. On commence à comprendre que les élus sont menacés aussi.
mais ils communiquent pas trop. Et puis il y a une seconde manif qui est annoncée en novembre. Alors ce qu'on n'avait pas vu aussi, c'est comment les médias... Alors d'abord c'était la fachosphère, et puis après il y a eu les médias, on va dire très à droite, comme Valeurs Actuelles, CNews qui sont arrivés. Et alors eux, ils ont pris un truc assez efficace, c'était Callac, le petit village breton qui résiste aux réfugiés. C'était pas des Calacois, mais bon, ça fonctionnait très bien. On a vu aussi, même le Figaro, ne plus parler de réfugiés, mais de migrants. Or, les réfugiés, c'est pas le même statut. Donc, pour faire un amalgame, enfin, boogie-boulga. Et donc, nous, journalistes locaux, il y a une deuxième manif qui est annoncée en novembre. Et là, on fait un truc incroyable. On interviewe le maire, on va sur le marché. J'interviewe la directrice du projet du centre de réfugiés qui me dit ben non, il n'y aura pas 700 migrants qui vont arriver d'un coup, c'est pas c'est une ou deux familles, on voit si ça marche et puis après pas des gens très normaux quoi. Et voilà, et on rappelle quand même le CV de certaines personnes qui étaient dans le comité, notamment la nouvelle présidente du comité d'opposants, qui avait été quand même virée du RN pour propos homophobes et condamnée pour apologie du terrorisme après des tweets survenus après un meurtre de masse dans une mosquée là en Nouvelle-Zélande. Bon, c'était quand même une info pour nos lecteurs, quoi. Bon, pas anodin non plus. Et donc voilà, et donc la manif se passe, et puis peu après on reçoit, alors je vais aller très vite après on reçoit une capture d'écran d'un article de Résistance républicaine sur le POR qui est traité d'infâme torchon gauchiste, de misérable, je sais plus, enfin, ouais, on était misérable et surtout on nous traitait de collabos. Donc je téléphone à mon avocat, là, je lui dis il y a peut-être un peu de diffamation. Et c'était un truc qu'on avait observé dans les manifs de Callac, ce renversement sémantique, où il disait c'est nous les résistants, c'est eux les collabos. Et bon, c'est facile. Donc collabo, moi je considère que c'est une injure, donc on porte plainte. On le fait au civil pour que ça aille plus vite, parce que sinon... donc la plainte leur est arrivée le 31 janvier, et le 30 janvier, et le 31 janvier, sur la boîte mail de la rédaction, on avait Chartier, on va te jeter dans une fosse avec tes copains négros, enfin plein d'injures de ce type. Donc là, je reporte plainte pour menace. En tout, j'en suis à 10 plaintes maintenant. Ça va de l'alerte à la bombe à la rédaction, de menaces de mort au téléphone. Les enquêtes sont toujours en cours. C'était des gens qui avaient quand même un sacré savoir-faire parce que ils ont généré des faux numéros. Ça s'arrête en Russie. Pour les menaces par Internet, ça s'arrête aux États-Unis. Donc on continue quand même. Et voilà, donc quand ils ont vu quand même qu'on restait ferme, il y a eu une manif qui a été organisée par le club de la presse de Rennes, et je les remercierai toujours pour ça, qu'on tenait bon et qu'on s'en foutait un peu, quoi. Donc ça s'est calmé jusque mai dernier, où j'ai eu la chance d'être invité par la LDH de Rospordin. Et là, j'ai un monsieur qui m'a fait un salut nazi, hein, en pleine conférence. Bon, il a été condamné depuis. Surtout quand il a demandé, on en rigole, mais c'est hallucinant quoi, le degré. En mai-juin, quand même, on était mal après ce truc-là, parce que c'est vraiment choquant sur le coup. Et au tribunal, il a continué. Donc c'était un ancien candidat RN. Il avait quitté en 2015 parce qu'il trouvait ça trop mou. Et quand il a demandé au président du tribunal correctionnel de récupérer le Mein Kampf que lui avait offert son grand-père, je me suis fait waouh. Bon, il a été condamné. Nous, on voulait qu'il ait de la prison avec sursis. Ça a été fait, mais il a fait quand même appel. Et voilà. Donc voilà, c'est aussi pour dire que nous, la presse, on est aussi menacés. On avait fait juste notre boulot d'aller voir. On n'avait pas d'article particulièrement agressif au moment de Callac. Et surtout, Callac, les élus se sont fractionnés et finalement, le maire a renoncé au projet. Donc voilà, il y a un grand bâtiment vide à Callac. Ça a vraiment, divisé le village profondément, même dans les familles. Et par contre, Reconquête a fait moins d'1% aux dernières législatives. Voilà. Merci pour ce témoignage, Awan. J'aimerais qu'on peut l'applaudir. On peut applaudir parce que
C'est vrai que c'est quelque chose dont on va aussi parler beaucoup sur le village et aussi avec les intervenants, mais peut-être qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans ce village et qui sont là parce qu'ils ont une histoire intime et directe avec l'extrême droite, que ce soit une histoire familiale, de liens familiaux qui sont rompus, ou que ce soit des histoires un peu plus violentes parfois, avec comme c'est ton cas, Erwan, donc des menaces de mort qui peuvent être reçues, etc. Et donc là, peut-être l'enjeu pour nous, c'est aussi de regarder. On voulait partir de cet exemple de Calac qui était, comme tu l'as dit au début, c'est-à-dire une espèce de première victoire un peu de l'extrême droite ici en Bretagne qui a fait reculer un maire sur la mise en place d'un centre de réfugiés. Mais peut-être de finir avec toi, du coup, Erwan, sur un peu l'état des lieux de cette extrême droite, quelles conclusions on peut en tirer, et peut-être si tu peux nous dresser un peu le portrait de cette extrême droite en Bretagne. Donc tu as dit, dans les urnes, on se dit aujourd'hui qu'il y a peu ou pas d'élus extrême droite. Alors on sait qu'il y a dans les conseils municipaux, peut-être que vous venez de villages ou de villes dans lesquelles il commence à avoir des élus d'extrême droite dans l'opposition notamment. Il y a peut-être des mairies aussi qui basculent à l'extrême droite. Mais peut-être que tu peux, au-delà des urnes, tirer un peu le portrait de cette extrême droite qui existe aujourd'hui en Bretagne, à la fois électoralement, mais aussi sur les groupes qu'on connaît, qu'on a identifiés, et qu'on en apprenne plus pour savoir face à quoi on est exactement. Ouais. On est gâtés en Bretagne, on a deux extrêmes droites, la bretonne et la française, qui sont censés se détester. Parce qu'il y a une extrême droite française qui est quand même en général de tradition très centraliste et très nationaliste française. Marine Le Pen, elle est contre les langues régionales, tous ces trucs-là. Elle veut même supprimer les régions. Et puis, aux Zemmour, je pense que ça doit pas être très loin. Et puis, on a une extrême droite indépendantiste. Alors là, c'est quand même assez groupusculaire. On a le Parti national breton. C'est une 15-20 personnes qui ont repris le nom d'une formation des années 30, qui a été d'ailleurs dissoute en 1939, avec des gens qui ont collaboré pendant la guerre. Ce qu'on observe, nous, c'est quand même... Reconquête, c'était quand même très spécifique. Vraiment, dans les manifestants, il y avait vraiment des gens qui venaient beaucoup de Vendée. Il y a eu aussi autre chose qui s'est passé à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Et c'était vraiment les mêmes. Résistance républicaine, riposte laïque, le rassemblement vendéen. Donc là, ça va peut-être, je vais dire quelque chose de bizarre, mais c'est la droite de Reconquête. Parce que depuis, ils ont été exclus de Reconquête. Parce qu'il y a une gauche à Reconquête non, je crois pas. Le Rassemblement national. On est quand même très, très, très à droite là. Et donc les sites riposte laïque et tout ça, c'est ultra pro-Poutine, toute l'extrême islamophobe. Parce que riposte laïque, ils ont un problème avec une religion, et c'est pas les bouddhistes. Et donc voilà, on a ces gens-là, mais qui sont derrière leurs écrans, qui sont difficilement. Enfin, c'est difficile de s'attaquer à ces sites internet, même si ils croient que la liberté d'expression est absolue. Et non, elle n'est pas absolue. En France, on a la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est très bien faite et qui borne justement la liberté d'expression. Voilà, donc on a ça, et on a le Rassemblement national qui fait des grands scores. Mais moi, je suis désolé, même aux dernières élections, je couvre 3 circonscriptions. Une dans le Morbihan, donc celle d'Henbon, la candidate RN, elle voulait même pas communiquer. J'ai la 6e du Finistère, où le candidat RN est arrivé au second tour, mais il habite pas là, il habite à Fouesnant. C'était ancien militaire, enfin il était jamais là, quoi. Il n'avait vraiment pas travaillé, mais il a quand même été au second tour. Et j'avais la circo de Guingamp aussi, où le RN est aussi arrivé au second tour avec un vieux monsieur qui était, son nom m'échappe, je suis désolé, qui était, il y a encore 4-5 ans, qui avait été élu sur une liste de gauche à Rostronin, et qui, depuis les Gilets jaunes, est complètement passé à l'extrême droite. Et qui était au second tour, et lui, c'était Libé il avait fait des tweets, alors là, carrément racistes, qualifiant la CAF de 3e lieu saint de l'islam, enfin, un grand humaniste, quoi. Et donc voilà, on a des gens comme ça, qui sont plutôt marginaux, qui sont pas forcément sur les territoires, mais avec, c'est vrai, un vote RN qui monte, qui est alimenté par pas mal de choses, mais voilà, c'est ce que j'observe, moi.
Merci beaucoup Erwan. On va de toute façon décrypter au fur et à mesure aussi avec les autres intervenants ce à quoi correspond aujourd'hui l'extrême droite et l'ultra droite réactionnaire, notamment ici en Bretagne, avec notamment des collectifs aussi qui sont dans les rues, qui organisent possiblement des festivals néo-nazis aussi. Le festival néo-nazi qui a lieu parfois à Carnével, dont vous avez peut-être entendu parler. On va parler du collectif de la Digue aussi avec toi, page 15. Donc on va reparler un peu de tout ça. Pour continuer peut-être sur comment est-ce qu'on fait face à l'extrême droite ici ensemble. L'idée c'était de faire un peu un état des lieux en disant qu'aussi on est chacun et chacune plus ou moins déjà informés sur la montée de l'extrême droite aujourd'hui en France et en Bretagne, et que l'objectif de cette table ronde c'était aussi de pouvoir se donner des clés et des outils, et donc les intervenants qui vont suivre et les intervenantes qui vont suivre vont aussi vous donner un peu leur perspective de leur lutte au quotidien face à l'extrême droite, et du coup on va te donner la parole David pour que tu nous parles tiens, ouais, si je peux filer le micro, on va donner la parole à David de la Ligue des droits de l'homme sur le travail que tu fais toi, notamment auprès des étrangers, parce qu'on a parlé du coup d'un centre de réfugiés qui donc n'a pas vu le jour à Calac. Peut-être rappeler ce que vous faites avec la LDH et rappeler concrètement ce que toi tu fais du coup avec les étrangers en tant que Ligue des droits de l'homme, tout simplement. Ok, puis peut-être aussi faire le parallèle avec l'expérience qu'il y a eu en. Peut-être commencer par ça, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2016, donc 6 ans avant Calac, donc il y a eu le démantèlement des camps de Calais, l'État donc a démantelé le camp de Calais et a réparti un petit peu dans toute la France tout un certain nombre de centres d'accueil, ils appelaient ça les CAO. Et donc nous on a 2016, fin 2015, début 2016, on a appris qu'il y avait un centre d'accueil qui allait se monter donc chez moi à Fouesnant, également chez Bolloré du coup. Et donc on a appris ça, je crois, autour du 13 ou 14 janvier. Et tout de suite, il y a eu une manifestation du Rassemblement national. Non, il y a d'abord eu les identitaires bretons. Il y a eu l'extrême droite bretonne. Ils étaient une petite dizaine. Et encore, je pense, en levant les bras. Le lendemain, il y a eu le RN. Ils étaient une trentaine. Et du coup, on a fait une contre-manif. Pas au nom de la LDH, là c'était un rassemblement citoyen spontané, et on était 450. Donc on était plus de 10 fois plus qu'eux. Et le centre d'accueil s'est ouvert un hiver, il s'est même rouvert une deuxième fois l'hiver d'après. Et ça s'est très bien passé. En l'occurrence, mon nom avait circulé dans la presse comme étant un pro-migrant. Donc j'ai eu quelques coups de fil et quelques mails pas très sympathiques, mais absolument rien à voir avec ce qu'ont vécu le maire de Calac, le maire de Saint-Brévin. Je crois qu'il y a eu une tentative d'incendie de son domicile. Et sans parler de toi, ce que tu as vécu avec les menaces de mort, etc. Moi, c'est sans aucune commune mesure, quoi. Mais voilà, mais c'était il y a 6 ans avant. Donc, et ça montre en 6 ans comment le rapport de force s'est inversé. 6 ans avant, ils étaient 30, on était 450. 6 ans après, les chiffres étaient à peu près équilibrés des deux côtés. Et le centre n'a pas eu lieu. Et l'initiative a été abandonnée. Je ne dis pas ça pour décourager. Je pense qu'il faut le bilan en tirer. C'est au contraire qu'il faut qu'on soit mobilisé. On a vu en 6 ans, ils se sont organisés. Ils sont de plus en plus nombreux. On doit être de plus en plus nombreux. Sur Calac, et là je fais un mea culpa, je fais partie de ceux qui n'ont pas vu le truc venir. Je n'y suis pas allé. On est un certain nombre de bénévoles et d'assauts qui sommes pourtant de toutes les manifs, mais on n'y est pas allé. Je pense qu'en tout cas, moi, il y a eu quand même du monde, hein, mais en tout cas, ceux qui n'y sont pas allés comme moi, je pense qu'on a fait une erreur, clairement. On leur a laissé le terrain. Et ça, c'est dramatique parce qu'un centre comme ça ne puisse pas s'ouvrir alors que ça n'avait aucune commune mesure avec le centre qu'il y a eu à Fouesnant. Il y a eu 2 fois 50 personnes. Donc et là, juste quelques familles de réfugiés. Je veux dire, c'est inadmissible que ça ait été annulé, quoi. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, un constat d'échec, mais qu'on doit transformer en une mobilisation encore plus forte. Il faut qu'on soit plus mobilisés, il faut qu'on soit plus nombreux, il faut qu'on monte des réseaux pour que s'il y a de nouveau cette situation qui se présente, on soit de plus en plus nombreux, quoi, clairement. Et bien justement sur la mobilisation, donc toi tu es membre de la LDH à Fouesnant, mais tu es aussi membre de la LDH au niveau national dans le groupe de travail sur les étrangers et la lutte contre l'extrême droite. Ça peut être intéressant justement de comprendre
j'ai l'impression qu'on parle aussi beaucoup de la réaction. C'est-à-dire on réagit à là quand l'extrême droite va venir faire interdire un centre de réfugiés par exemple, on va réagir à ça pour essayer de se mobiliser. Comment est-ce qu'on peut peut-être être notamment dans peut-être un lien dont tu peux nous parler, qui est peut-être les liens avec les élus locaux aussi. Comment est-ce qu'on peut être dans du plaidoyer, dans un peu plutôt qu'être sur la défensive, d'être sur l'offensive, en disant, en étant en force de proposition auprès de nos élus locaux, en disant à nos élus locaux, en fait, on va vous soutenir si vous vous portez volontaire pour créer des centres de réfugiés, créer des centres d'accueil. C'est aussi souvent la pression populaire qui permet à des élus locaux de se sentir motivés et portés par cet élan-là pour faire ce genre de projet. D'autant plus en sachant quand on voit les menaces de mort et les risques que peuvent prendre les élus locaux en montant ce genre de projet, c'est important qu'ils, elles, se sentent soutenus, voire poussés à créer ça. C'est plus facile quand on est dans une mairie de gauche que dans une mairie de droite, j'en ai bien conscience. Voilà, désolé pour celles et ceux qui sont pas forcément dans des mairies dans lesquelles c'est encore possible. Mais peut-être que toi, tu peux nous parler peut-être du plaidoyer qui est faisable auprès des élus justement pour aller soutenir les personnes qui sont les premières victimes aussi de l'extrême droite, c'est-à-dire les personnes étrangères ou les personnes en situation de migration. Alors, oui, il y a plusieurs niveaux. Alors, c'est vrai que la LDH, mais pas que, il y a plein d'assauts, la CIMAD sur Quimper, il y a droit d'asile. Il y a beaucoup d'associations qui mettent en place des permanences d'accueil pour conseiller les étrangers dans leur démarche, dans la défense de leurs droits. Il y en a beaucoup, il y a des avocats militants, il y en a quelques-uns dans la salle. Donc, ça, toutes ces permanences, c'est les associations qui montent des permanences manquent de monde, mais je suis parfaitement conscient que c'est difficile, on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain de conseiller les personnes. Mais ça peut être vraiment que de l'accueil, de la redirection, de la mise en lien. Donc ça, c'est important. Par rapport aux élus, en fait, ce qui est assez très très énervant, c'est de voir comment les différentes institutions se renvoient la balle. C'est-à-dire qu'alors, sans rentrer dans la technique, mais voilà, un mineur isolé étranger et sa prise en charge et de la responsabilité du conseil départemental. Si c'est une femme avec un enfant de moins de 3 ans, elle dépend aussi du conseil départemental. Si c'est plus de 3 ans, ça dépend de l'État. On a l'impression qu'il n'y a que le département et l'État qui est responsable, mais les mairies ne sont absolument pas irresponsables sur le sujet. Elles peuvent parfaitement faire le lien, appuyer les dossiers. Elles peuvent aussi accueillir dans les CDAS, CCAS, etc. Donc, alors, centre communal d'action sociale ou centre départemental d'action sociale, enfin, les mairies, en tout cas, peuvent avoir un rôle à jouer. Le meilleur exemple, c'est quand même que au moment du conflit Russie-Ukraine, mine de rien, au mois de mars 2022, la France a accueilli en un mois 45 000 Ukrainiens. Ça a multiplié par 400% le nombre d'étrangers en demande de protection ce mois-là. On n'a pas été submergés. En l'occurrence, on a vu que l'État a fait appel aux conseils départementaux et aux communes pour trouver des bâtiments. Ils les ont trouvés. Nous, à Quimper, habituellement, le délai pour avoir un rendez-vous pour un étranger qui demande un titre de séjour, c'est 3 mois minimum. Là, la préfecture a mis en place une après-midi dédiée par semaine pour les Ukrainiens. Alors, je dis absolument pas, c'est absolument pas un reproche à cet accueil. Au contraire, j'applaudis de main. Mais en tout cas, c'est la preuve que s'il y a une volonté politique, l'État, le département, les communes arrivent parfaitement à se coordonner et à gérer un accueil. Ce n'est pas une histoire de moyens. C'est uniquement une histoire de volonté politique. Et là, on peut au moins s'appuyer là-dessus en disant qu'ils nous ont prouvé que s'ils le voulaient, ils pouvaient. Donc il y a les permanences et effectivement, faire le lien avec les élus, il y a les cours de français, il y a, en tout cas en ce qui concerne l'accueil des étrangers, il y a plein de choses possibles. Il y a un tissu associatif en Bretagne qui est très très fort, dans toutes les villes, mais le problème c'est que je pense que là dans la salle, il y a certainement beaucoup qui sont déjà actifs. Mais voilà, on peut se dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas lâcher le terrain, il faut se mobiliser, même si c'est 1 heure par mois, il y a de quoi faire. Et surtout, effectivement, voilà, s'il y a de nouvelles ouvertures de centres, que ce soit en Bretagne ou ailleurs, voilà, il ne doit pas y avoir un autre abandon de projet à cause d'une mobilisation trop faible de notre part. Merci beaucoup, David. On peut applaudir le travail de la LDH quand même au quotidien.
tout le travail qui est fait notamment du coup sur le droit des étrangers et aussi ce fameux millefeuille dont tu parlais, qui est que quand on veut se mobiliser notamment pour soutenir des personnes en situation de migration qui sont dans nos communes ou dans nos villes, parfois on ne sait pas à quel acteur public s'adresser. Est-ce que ça relève du département, de l'État qui se renvoie la balle? Est-ce que la mairie peut faire quelque chose? La mairie dit qu'elle peut rien faire, mais en fait si elle peut faire quelque chose, etc. Donc il y a aussi tous ces enjeux-là à bien comprendre à qui s'adresser pour savoir à qui demander de se mobiliser, à qui mettre la pression aussi, parce que c'est aussi le rôle du citoyen de mettre la pression sur les élus pour qu'ils puissent se mobiliser à l'endroit où ils ou elles sont compétents. Donc c'est aussi des infos qu'on peut retrouver notamment sur le site de la LDH, puisqu'il y a pas mal de détails sur le droit des étrangers sur le site de la Ligue des droits de l'homme. On va passer à la mobilisation. Vous avez un micro juste à côté de vous, à Caro et Mélanie, sur le travail que vous faites au planning familial à Questembert, parce que au-delà donc du coup des personnes en situation de migration, l'idée c'était de s'intéresser à comment est-ce qu'on soutient et comment on est mobilisé auprès des personnes qui sont les premières victimes aussi de l'extrême droite sur notre territoire, et donc les personnes en situation de migration, bien sûr, avec les discours xénophobes et les actions violentes qui peuvent être faites, comme on en a parlé là à l'instant sur les exemples récents à Calac ou avec la Ligue des droits de l'homme, mais peut-être parler aussi du coup de la situation des femmes, et notamment des femmes en ruralité. C'était un angle qu'on trouvait intéressant, notamment parce que, tu vas en parler, Caro, pour commencer, mais qu'est-ce que ça a fait aujourd'hui d'être une femme victime de violence en ruralité? C'est quoi les différences dans le fait d'être victime d'une femme de violence victime en zone urbaine, et le lien aussi du coup qu'il y a avec la propagation de l'extrême droite, idéologiquement bien sûr. Qu'est-ce que ça génère aussi localement pour les personnes que vous recevez au planning familial 56 dont tu vas parler? Bonjour à tout le monde. Je vais peut-être présenter vite fait le planning, même si tout le monde a l'air de connaître. Tout le monde donc on est une association d'éducation populaire très ancienne qui défend les droits à la santé sexuelle et reproductive, qui lutte contre les violences conjugales, les violences sexistes et sexuelles, les violences intrafamiliales, les violences de genre, les violences contre les mineurs. On fait aussi du plaidoyer politique au niveau national. On est organisé en fait, on est une confédération d'associations départementales et ensuite regroupées au niveau régional et ensuite regroupées au niveau national. Et donc au niveau national, il y a des personnes de tous les départements, de chaque région, qui se rassemblent régulièrement pour travailler sur les projets politiques du mouvement et sur du plaidoyer à court terme lié à l'actualité et à long terme. Et donc, juste pour donner une idée, dans ce travail-là qui est au niveau national, on a ce qu'on appelle des feuilles de route. C'est un endroit où on va travailler sur des thématiques, par exemple l'élimination de toutes les formes de violence. On peut avoir de l'ambition. Récemment, du coup, il y a des feuilles de route qui se sont mises en place spécifiquement par rapport à, disons, la droitisation générale du paysage politique et la montée de l'extrême droite. Donc c'est lutter contre les anti-choix. Et donc il y a une brochure qui est sortie récemment, on peut la montrer. Décrypter et combattre les discours anti-choix. Vous pouvez la trouver sur le site du planning, vous pouvez la commander. Elle est vraiment très, très élaborée, très riche. Et donc ça, c'est sur le volet justement éducation populaire, c'est produire du contenu pour que les personnes puissent se former et combattre les discours anti-choix, les discours réactionnaires, les discours fascistes. Et on a une autre feuille de route du coup qui est féminisme et antifascisme, pardon. Donc feuille de route, c'est des groupes de travail qui font de la recherche en fait et qui cherchent à produire du contenu d'auto-formation, on va dire. Voilà. Peut-être préciser quand tu dis la doctrine anti-choix. De quoi on parle exactement et en quoi l'idéologie d'extrême droite et si tu veux y aller Mélanie, mais sur la position de l'extrême droite sur l'IVG, mais peut-être que tu vas pouvoir détailler. Ouais, c'est ça. Nous, on les appelle les anti-choix. Eux, ils se nomment pro-vie. Les anti-choix, c'est tout ce qu'on parle depuis le début de la journée aujourd'hui. C'est des gens, des organisations plutôt racistes, d'extrême droite, mais de droite aussi. Hein. Et LGBTQIA+, hophobes, misogynes et compagnie, quoi. C'est vraiment voilà. Et du coup, ils s'organisent. On n'a pas le même projet de société, clairement, quoi. Eux, c'est un projet de société de pilier de la famille blanche, hétérosexuelle, voilà, et baiser pour avoir des enfants. Et sinon, c'est l'abstinence. C'est vraiment ça. C'est pas comme ça qu'ils mettent ça dans les journaux, mais c'est ça leur projet de société derrière. Et nous, c'est un peu tout l'inverse, pas tout à fait, mais quand même bien l'inverse à plein d'endroits. Voilà, je suis un peu stressée de parler devant vous.
On peut applaudir le planning féminin, c'est pas évident de faire... Et du coup, ce truc qu'elle parle, Caro, au niveau du mouvement, donc nous, on est à Questembert, en milieu rural, mais c'est vrai que ce truc au national, au régional, c'est aussi, on fait quand même du contre-pouvoir, en fait, parce que les personnes du planning à Paris, bah voilà, elles vont taper aux portes des ministères. Il y a des groupes de veille au niveau des réseaux sociaux, médiatiques et juridiques, parce que ces anti-choix-là font régulièrement des incursions pour essayer de faire des recours juridiques, voilà, sur l'IVG, mais aussi sur les questions de genre, sur la PMA, d'essayer de faire reconnaître, mais ça c'est direct lié à l'IVG, embryon et fœtus en tant qu'être juridique, tout ça pour attaquer ces droits-là. Et ils ont plein de moyens, ils ont des thunes et du coup des compétences parce qu'ils peuvent les acheter. Et ils sont dans plein de milieux, juridiques, mais aussi ils sont dans les hostos, ils sont bien organisés quand même. Voilà. Ouais. Ça répond ? Ça répond tout à fait à la question. L'enjeu, du coup, c'était de comprendre un petit peu avec vous, c'est quoi la situation particulière, notamment des femmes victimes de violences. Donc, j'ai pas défini les violences, mais donc toutes les violences dont on a parlé là, donc l'incapacité à faire des choix pour son propre corps, et les violences sexistes et sexuelles de manière générale. Et donc, c'est peut-être la particularité qu'il y a en zone rurale aussi, et en quoi l'idéologie d'extrême droite qui est propagée, notamment par les médias de Vincent Bolloré, puisque c'est pour ça que nous sommes là aussi, influe en fait sur votre travail au quotidien. C'est un truc dont on a parlé ensemble, mais dans les témoignages que vous recevez aussi. En fait, oui, le lien avec Bolloré et les autres milliardaires comme Sterrin, dont on a parlé ce matin, et tout un tas d'autres, c'est qu'effectivement, ils financent ces groupes. Ils financent vraiment toutes ces actions, la com sur les réseaux, comme disait Mélanie. Ils ont les moyens de s'acheter, de payer des personnes très compétentes pour faire tout ce boulot. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la montée de l'extrême droite aujourd'hui, tout le monde est au courant de ça, mais en fait, ça désinhibe les gens qui étaient déjà un peu à droite ou légèrement fachos ou qui se posent des questions. Et notamment, ça fait augmenter, par exemple, les violences conjugales. C'est-à-dire que les mecs se sentent plus légitimes d'être dans une position de patriarche, d'imposer des violences intrafamiliales à leurs femmes, à leurs enfants, etc. Et de reprendre cette espèce de posture de mâle dominant, en fait. Donc ça a un impact directement, ouais. Après, la particularité, nous, dans notre travail en milieu rural, que moi je trouve très importante de nommer par rapport à la différence du travail en ville, c'est que les femmes en milieu rural sont beaucoup plus dépendantes du fait d'avoir moins d'accès à la mobilité. C'est compliqué de mettre fin à des situations d'emprise, c'est compliqué de dénoncer des violences, c'est compliqué de partir sur un autre schéma que le schéma familial quand on est déjà dedans depuis longtemps, parce qu'il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de refuge. Et beaucoup de femmes en fait sont coincées dans des situations de violence qui sont terribles et n'ont pas d'alternative, de moyens de s'en sortir. Du coup, le planning, c'est un endroit où c'est une porte où elles peuvent venir frapper. Donc nous, on se retrouve à accueillir des femmes de tous les milieux sociaux, de tous les âges. Et donc une partie du travail que moi je trouve vraiment hyper intéressant et enthousiasmant, c'est que à travers les entretiens qu'on mène avec ces personnes, du coup les entretiens individuels, qui peuvent être assez longs, durer 1 heure par exemple, on va petit à petit en fait travailler direct en partant de l'intime, de leur situation personnelle, pour aller vers du politique. Et en fait, on va politiser l'intime, leur situation, pour les aider à sortir de la culpabilité. La plupart des femmes arrivent en disant j'ai foiré j'ai pas bien choisi mon mari, ou j'ai foiré ma vie, ou j'ai fait une connerie, je me suis fait taper dessus, mais c'est parce que je dis tout le temps des conneries. Tous ces trucs-là, ils sont hyper ancrés. Le sexisme intériorisé, il est très très fort. Et du coup, nous, on fait ce travail de rappeler, on est dans une société sexiste, on est dans une société oppressive, c'est pas de votre faute, en fait, c'est un système global, etc. Et du coup, en faisant ce travail-là, c'est l'opportunité pour ces personnes-là qui sont souvent aussi loin de cette culture
de se rendre compte et de se penser elles-mêmes comme faisant partie d'un système qui est en place et dont elles sont les victimes en fait. C'est pas elles qu'on fait de la merde, quoi. Et donc ce travail-là, pour moi, c'est un travail où on fait vraiment de la politique très très à la base en fait, hein, en partant des personnes, de leur vie intime. Et à ce moment-là, ça les touche vraiment. Et je trouve que plutôt qu'un tract distribué sur un marché ou autre, là, c'est relié à leur vécu direct, quoi. Et du coup, pour moi, un des trucs pour lutter contre l'extrême droite, c'est ça, c'est en fait comment on relie l'intime aux politiques. Parce qu'en fait, les politiques d'extrême droite, elles agissent sur la vie des personnes, sur leur corps. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que notamment les personnes, les jeunes personnes qui sont queer ou LGBT ou intersexes, etc., vont de moins en moins s'afficher, se dévisibiliser, alors que ces dernières années, notamment dans les lycées, moi je travaille dans un lycée, dans les lycées, il y avait de plus en plus de jeunes qui se rendaient visibles avec les petits badges arc-en-ciel, etc. Donc là, ils vont avoir tendance à les enlever, à plus trop se montrer, à moins se tenir la main, les couples homo, etc. Et même si il n'y a pas forcément d'agression directe, même s'il y en a toujours énormément, hein, ça c'est sûr, mais même dans des contextes où il n'y a pas eu d'agression, cette ambiance-là, en ce moment qu'il y a dans les médias, fait que les gens se mettent un peu en retrait, quoi, les personnes minorisées, on va dire. Merci beaucoup sur cette question-là, notamment, j'aimerais que... On peut applaudir, évidemment. Merci. Donc, parce que c'est un sujet aussi que tu viens d'évoquer, et c'est aussi cool de célébrer des victoires parce qu'il y en a. Et vous dire, si vous n'avez pas suivi cette information, que il y a eu une pétition qui a tourné, une initiative citoyenne européenne qui a tourné récemment pour mettre à l'ordre du jour de la Commission européenne le fait d'interdire les thérapies de conversion en Europe. Et il se trouve que c'est une des rares fois où cette pétition a atteint le 1 million de signataires, et donc ça va être mis à l'ordre du jour en Europe. Et c'est une énorme victoire. Et si vous voulez en savoir plus, donc il y a les informations sur ACT-LGBT sur Instagram et sur plein d'autres. Donc c'est Against Conversion Therapy en anglais, ACT. Et c'est une mobilisation sans précédent. C'est la 10e fois seulement depuis que ce processus a été mis en place qu'une initiative citoyenne atteint le 1 million de signataires. Vous vous rappelez aussi qu'en fait, pour que ce processus aboutisse, il faut qu'il atteigne un seuil de signataires dans 7 pays européens. Donc c'est un processus assez compliqué, ce qui a été atteint aussi sur l'année de mobilisation, parce qu'il y a 1 an pour pouvoir aboutir à ce chiffre-là. Et vous dire quand même que c'est en France que la pétition a atteint le plus de signatures. On a explosé le compteur littéralement sur le 1,2 million de signatures. Il y a plus de 500 000 signatures qui sont uniquement en France. Donc ça dit aussi qu'il y a cette extrême droite réactionnaire, mais qu'il y a en France plein de gens qui sont prêts et prêtes à se mobiliser pour pour protéger aussi les personnes LGBT et pour dire non à l'idéologie réactionnaire qu'on va se déployer. Donc c'est aussi une belle victoire et montrer qu'il y a des gens et qu'on n'a pas totalement perdu la bataille culturelle là-dessus et qu'on peut encore se battre, quoi. Donc on peut déjà applaudir aussi cette initiative. Et vous pouvez encore la signer évidemment, mais du coup ça va être mis à l'ordre du jour de la Commission européenne pour faire en sorte de l'interdire. Bien sûr, les thérapies de conversion sont interdites aujourd'hui en France, mais il y a encore plein de pays en Europe dans lesquels c'est pas le cas, et donc c'est important de continuer à se mobiliser pour ça. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot peut-être, parce que je sais que vous le portez sur votre stand, sur la lutte très concrète sur les droits et notamment l'IVG, sur la lutte très concrète sur les délais de 2 semaines dans lesquels les hôpitaux aujourd'hui refusent potentiellement de de permettre aux femmes d'avoir un IVG. C'est un truc dont vous parlez sur votre stand. Je trouve ça cool. C'est un exemple très concret de ce qu'il faut porter et ce qu'on doit partager autour de nous aussi. Ouais, il y a des victoires. En gros, en France, on gagne 2 semaines supplémentaires pour accéder à l'IVG tous les 20 ans quand même. Donc faut garder la foi. Donc là, on a gagné 2 semaines il y a 4 ans. Donc là, on est à 14 semaines de grossesse, ou 16 semaines d'aménorrhée. Il y a des personnes qui sont en grossesse au-delà de ça. Il y a plein d'hostos déjà. La loi est passée, donc normalement c'est une obligation de le faire. Il y a plein d'hostos qui le font quand même pas de 14 à 16 semaines. Bon, pour plusieurs raisons, mais aussi pour des raisons politiques parfois. Mais aussi des raisons, des fois ils n'ont pas le matos, ils ne sont pas formés. Il y a des petites différences à ces semaines-là. Mais quand même, la loi est passée, ils ne le font pas. Et, je sais pas, les ARS, tout ça, bon, c'est chiant, quoi.
Bref. Et du coup, il y a des personnes qui sont au-delà de ça, par déni de grossesse, des fois des situations de violence et tout. Et du coup, on s'aperçoit de la grossesse après. Il n'y en a pas des milliards. C'est toujours cette peur-là de ah ouais, mais si on autorise l'IVG plus loin. Ils prennent vraiment les femmes pour des teubés, quoi. Elles feront toute une IVG à 20 semaines. Bah non, en fait, c'est pas drôle de faire une IVG à 20 semaines de grossesse. Donc il y en a pas plein, mais il y en a dans des situations difficiles. Et du coup, les personnes doivent aller à l'étranger. Donc, nous, au planning, on accompagne ça. Alors, pas forcément physiquement, mais on fait des caisses de soutien parce que c'est payant et ça coûte cher. On donne les noms des cliniques. Des fois, on arrive à avoir des tarifs. On file comment y aller en train, en bus, en avion. Enfin bon, c'est un accompagnement parce que c'est pas simple et souvent on est pris par le temps aussi. Voilà, donc ça c'est un truc qui est militant aussi, dont on a besoin. On a besoin de remplir nos caisses parce que tout en continuant à lutter pour l'allongement des délais en France. En fait, c'est pas oublier ça quand on fait les deux en même temps, quoi. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Vous poserez des questions, on restera là un peu après. Si je serai plus à l'aise en plus petit groupe. Merci beaucoup, on peut applaudir Caro et Mélanie du planning familial de Questember du 56. C'est vraiment... Non mais c'est super cool de vous entendre. Tu veux rajouter quelque chose ? Juste rapidement, je voudrais dire les conséquences déjà de la droitisation globale, parce qu'il y a la montée du RN partout, mais du coup il y a aussi la droite qui se sent plus pissée et qui va de plus en plus à droite, quoi. Et du coup, je voulais déjà dire ce qui se passe pour les plannings, et du coup, soyez vigilants avec les plannings de chez vous, parce que à Marseille, c'est une énorme agglomération, hein. Là, ils ont 300 000 euros de subventions, qui sont les subventions de fonctionnement pour tout le travail qu'on fait d'intervention dans les lycées, d'accueil des femmes, enfin tout le boulot du planning, etc., qui là va être soumis cette année pour le 2025, on a déjà commencé l'année 2025, à une charte comment il s'appelle ça, charte républicaine ou un truc comme ça, engagement républicain par la mairie, non c'est quoi, c'est la région, non c'est la région, PACA, et du coup ils suspendent les 300 000 euros de subvention au fait d'arrêter d'utiliser l'écriture inclusive, de ne plus utiliser le mot YEL, ouais, et de supprimer le point médian de tous leurs documents et de toute leur communication. Donc là, c'est comme Trump en fait, hein. Voilà. Donc ça, c'est en PACA. Voilà. Et en Lozère, donc dans le 48, ils ont 5 000 euros de subventions par an qui leur ont été attribués depuis 4 ans, qui sont suspendus maintenant parce qu'ils ont organisé l'année dernière des formations qui étaient ouvertes aux personnes trans. Donc c'est hyper choquant. Et c'est maintenant en fait, quoi. Et voilà, ça se passe aussi il y a plein d'autres exemples. Là, en ce moment, sur le plateau des Mille Vaches aussi, il y a une problématique. Ils veulent supprimer une partie des financements du planning de Limoges pour les transférer sur une autre asso, qui est une sorte d'asso caritative, voilà. Alors que le planning de Limoges est quand même labellisé EVARS. Mais bon, voilà. Donc, pour info. Soyez vigilants. Merci, on peut les applaudir encore, Caro et Mélanie du planning Questember du 56. L'idée, c'était de parler du coup des premiers concernés aussi et d'essayer de soutenir, de se mobiliser pour protéger les premières et premiers concernés, donc notamment les personnes en situation de migration, aussi les femmes victimes de violences, les personnes LGBT. Dans les intervenants qui vont suivre, l'idée, c'est de discuter un petit peu de comment est-ce qu'on arrive aussi à gagner cette bataille culturelle-là dont on parle, c'est-à-dire d'élargir un peu nos cercles. Moi, personnellement, je suis très bien avec vous là. J'aimerais bien qu'on soit encore plus nombreux et qu'on arrive à toucher encore plus de gens et qu'on arrive à ramener des gens qui sont plus éloignés de ces sujets-là. On est vraiment dans une bataille des idées. Tu l'as dit, Mélanie, en fait on ne porte pas le même projet de société et donc c'est important qu'on se batte pour ce projet-là. Et donc avec les intervenants qui vont suivre, on va discuter un petit peu de comment aller justement toucher, sensibiliser, convaincre, élargir nos cercles pour pouvoir être de plus en plus nombreux et nombreuses. Et donc on va commencer par toi, Damien, notamment, qui lutte dans le collectif Visa pour qu'on parle de la montée de l'extrême droite aussi au travail et quels sont le rôle des syndicats aujourd'hui dans la montée de l'extrême droite aussi dans les entreprises, et quel est le rôle que vous avez vous en tant que Visa dans cette lutte-là, et le rôle en tant que syndicat que vous portez, quoi.
Ok, j'ai 5 minutes, je vais essayer de faire vite. Si je parle trop vite parce que je vais vouloir caser tout ce que j'ai noté là, vous m'arrêtez. Si je fais un petit historique pour expliquer ce que c'est que l'association Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, les plus anciens et anciennes d'entre vous doivent se rappeler de la période au milieu des années 90 où le Front National, puisqu'il s'appelait encore le Front National, a essayé de s'implanter en créant des organisations syndicales. Alors, pas n'importe où, hein. Donc FN Police, FN Pénitentiaire, FN RATP, et puis je sais plus, un quatrième. Donc à ce moment-là, dans Ralfron, il y a des camarades syndicalistes qui sont organisés en se disant que l'extrême droite était en train d'essayer de reprendre une de ses vieilles habitudes, et qui était de venir s'implanter sur le terrain du travail. L'extrême droite, quand on regarde l'histoire que le syndicalisme a entretenue avec l'extrême droite, elle a toujours CGT, de la FSU, de Solidaire, le syndicat de la magistrature, aussi un syndicat, une fédération de la CFDT, la Fédération de Transport, qui est toujours adhérente. Et puis depuis, ça s'est quand même très sérieusement élargi, parce que si on fait le constat que l'extrême droite est en train de se développer, nous, on voit aussi que syndicalement, la lutte contre l'extrême droite est en train de se développer, puisque il y a 5 ans, on était moins de 100 organisations adhérentes. Aujourd'hui, on est plus de 300, et à la fin de l'année, on compte bien exploser les 400, voire plus. Aujourd'hui, et puis chose étonnante, on commence à être rejoint par certains syndicats qu'on s'attendait pas trop à voir sur le terrain de la lutte antifasciste. Je pense à certains syndicats de FO, un syndicat de l'UNSA, la Confédération paysanne, et puis des organisations étudiantes telles que l'Union Pirate, ce qui fait que on gagne quand même en largeur sur cette base syndicale, ce qui va nous permettre d'avoir de l'audience, et avoir une audience antifasciste au sein de FO. Je peux vous assurer que ça nous fait quand même sérieusement plaisir. J'espère qu'ils vont en parler à leurs camarades qui sont syndiqués chez eux et qui sont flics. Alors, le boulot de Visa, je vous l'ai dit, vu qu'on s'est créé sur cette histoire de relations compliquées entre l'extrême droite et les organisations syndicales, nous, notre objectif, c'est de faire tenir la digue qu'il y a entre l'extrême droite et les organisations syndicales, parce que on est convaincu que l'extrême droite est le pire ennemi des travailleurs et des travailleuses. Je pense que l'extrême droite incarne la seule idéologie qui voudra nous faire la peau si jamais elle arrive au pouvoir, et donc ça nous donne une bonne raison de leur en vouloir et de faire en sorte qu'ils n'y arrivent pas au pouvoir. Donc faire tenir la digue, pour ça on développe plusieurs outils. On se dit que si en face ils ont des thunes, nous on a quand même un atout énorme, c'est d'être partout. Alors partout sauf dans les déserts syndicaux, on va pas se mentir, et ça je le dirai à la fin, mais je peux le dire dès maintenant, syndiquez-vous. Peu importe l'endroit où vous bossez, syndiquez-vous. Et donc, nous on a cet atout-là, donc d'être présent partout, d'avoir des droits syndicaux, puisque l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir, donc on va en profiter, et notamment le droit d'affichage et le droit de réunion. Et si des gens comme Sterrin, comme Bolloré possèdent des médias et engagent cette bataille culturelle avec l'objectif clair, comme disait Gramsci, c'est du gramscisme de droite, ils veulent gagner la tête et les cœurs avant d'arriver au pouvoir, et ça ils le disent clairement, Zemmour l'écrit dans son bouquin, ils le disent tous, et donc nous il est important qu'on ait cette logique-là de mener cette bataille culturelle en face avec les outils et le peu de moyens qu'on a. Et c'est dire que ça va pas être simple parce qu'en face, ils en ont beaucoup de moyens financiers. Ceci étant, nous, on a une base beaucoup plus large et donc on compte bien en profiter. Donc notre objectif, nous à Visa, c'est de produire du matériel, faire de la formation pour armer, on va pas dire outiller, on va dire armer carrément, les militantes et les militants qui sont présents sur les lieux de travail, parce que on veut que la lutte contre l'extrême droite, elle s'incarne concrètement en fait dans notre travail syndical, dans notre boulot quoi en fait. Tu parlais de l'EVARS tout à l'heure. Alors pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est que l'EVARS c'est les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et autant ce que sur CNews ils appellent l'apprentissage de la masturbation à 3 ans. Autant vous dire que ça c'est une bataille pour nous qui est hyper importante dans le secteur de l'éducation, parce que on sait que à chaque fois que maintenant on essaie d'organiser des séances, et autant vous dire qu'il y en a très peu qui sont organisées, parce que il y a très peu, on en parle beaucoup, mais il y a très peu de moyens qui sont donnés au personnel de l'éducation nationale pour les mettre en place. On sait très bien que systématiquement la riposte de collectifs tels que Parents Vigilants, qui est clairement une émanation de Reconquête,
on va les avoir sur le dos. Donc, pour nous, à Visa, c'est d'essayer de faire en sorte que les travailleurs du secteur de l'éducation, les travailleuses du secteur de l'éducation soient outillés pour mettre en place ces séances réellement, parce que c'est un vrai outil pour faire avancer l'égalité des droits, mais les préparer aussi à la potentielle riposte qu'il va falloir mettre en place si jamais ils se mangent des campagnes de cyberharcèlement de la part des parents vigilants, qui sont bien organisées pour les mettre en place très rapidement avec des lettres types, les mêmes genres de conneries qu'on a vu à Calac avec le site Partout Calac, où ils ont outillé les militants d'extrême droite pour monter en fait du cyberharcèlement, monter en fait des associations de harcèlement de militantes et de militants à chaque fois que il y avait un projet d'accueil de réfugiés qui se mettait en place. Le site est fermé. La bonne nouvelle, c'est que le site est fermé, ça fait une victoire en plus. On va rajouter une croix, Erwan. Utilise le micro si tu... Je voulais juste aller dans ton sens, qu'effectivement, nous, au niveau des vies scolaires à l'intérieur des établissements, des parents qui, on voit très bien, hein, ils ont des lettres types et ils nous harcèlent dès qu'il y a des interventions d'éducation à la sexualité. C'est clair. Je prendrai pas le jaune. Donc du coup, je continue avec le rouge. Donc du coup, dans les outils que Visa met en place, donc je vous disais, il y a ça. Vous verrez sur la table de presse, parce que j'ai pas ramené tous les bouquins, il y a une grosse prose. Du gros boulot qui a été fait par Visa, c'était notamment travailler avec les salariés en fait de la territoriale qui se sont retrouvés du jour au lendemain en fait avec un maire FNRN, ce qu'on appelle les mairies brunes. Et donc ça nous permettait d'avoir quelques arguments pour répondre aux gens qui osent encore dire l'extrême droite on n'a pas essayé. Bah si, il y a une bonne dizaine de villes en France qui sont tenues par l'extrême droite. Et autant vous dire que c'était important d'expliquer ce qui se passait, notamment comment on sucre les subventions du planning ou de la LDH, ou comment on les vire des locaux. Et ça, c'est que les leviers en fait que permettent l'accès à une mairie. Donc, imaginez si ils prenaient le pouvoir avec tout ce que peut permettre la Ve République. Donc ça a été un gros boulot pour répondre à cet argumentaire. Et puis le dernier travail qu'on a fait, c'était après les élections qu'il y a eu dans les chambres d'agriculture, d'expliquer la proximité qu'il y avait entre l'extrême droite et un syndicat qui s'appelle la coordination rurale, de façon à montrer aussi comment l'extrême droite essaie de s'implanter dans la ruralité et quelle vision en fait l'extrême droite essaye de fantasmer comme lieu où les gens sont enracinés et donc forcément menacés du danger si jamais il y a des personnes qui viennent d'ailleurs avec évidemment des volontés belliqueuses, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est tout ce boulot-là. Et puis là, pour la suite, donc là c'est pour l'actu Visa, au mois de juin on sortira un bouquin avec en fait ce qu'on a appelé les nouveaux fascismes, avec l'émergence de ce dont on parlait tout à l'heure, donc le Trumpisme aux États-Unis, mais Meloni aussi en Italie, la Hongrie avec j'arrive jamais à le prononcer, de Orban, et donc du coup essayer de faire un panorama en fait de l'implantation de l'extrême droite au niveau européen, parce que clairement aujourd'hui on a de bonnes raisons de penser qu'il y a une internationale brune qui est en train de se constituer. On a quelques éléments assez objectifs qui permettent de dire que les différentes extrêmes droites qui normalement nationalistes ne se parlent pas à partir du moment où il y a une frontière commencent à avoir des liens qui sont très ténus, et donc de voir un peu partout dans le monde où comment se montent les résistances antifascistes un peu partout sur la planète. Je crois que j'ai fait le tour. C'est super, Damien. Dans les 5 minutes, j'y suis. Bah, c'est super. Et on peut applaudir Damien de Visa. Non, j'ai vraiment oublié un truc. T'as vraiment oublié un truc. J'avais fait un teasing, donc je vais le refaire. Un des meilleurs moyens de faire reculer l'extrême droite, c'est de remplir, de gagner des victoires sur le terrain du social, sur le terrain de la lutte. D'accord, ça va éloigner les gens de l'imposture sociale auquel nous fait croire le FNRN avec la stratégie de la cravate. Donc encore une fois, syndiquez-vous, et puis une fois que vous serez syndiqué, faites en sorte que votre syndicat adhère à Visa. Merci Damien. 1, 2, ouais.
Et donc on va finir avec nos 2 derniers intervenants, page 15, pour parler avec toi de la lutte antifasciste très concrète. Comment est-ce que quand on voit apparaître des groupes d'ultra-droite aussi dans nos villes ou dans nos villages, comment est-ce qu'on peut se mobiliser? Donc toi tu fais partie du collectif Lorient la combative, qui est un collectif antifasciste de Lorient, comme son nom l'indique. Et donc tu vas nous parler un petit peu de cette lutte locale que vous menez à Lorient. Ouais, je vais juste revenir sur ce que tu as dit. On est un automédia partisan. Automédia partisan. Ouais, ça veut dire qu'en fait, on a choisi de prendre une ligne très très à gauche et de relayer ce qui se passe un petit peu sur le pays lorientais, sur les luttes locales, les événements qui se passent et qui se montent dans notre pays lorientais, et de faire des analyses d'actualité aussi sur... parler un petit peu d'antifascisme institutionnel et d'antifascisme de terrain, parce qu'on ne parle pas assez de ce qui se passe sur le terrain et des modalités d'action qui sont mises en œuvre. Donc, on fait surtout ça. Et le premier point, qui nous semble important, c'est justement de soutenir les collectifs et les organisations qui organisent des événements. Il y a tout plein de choses qui se passent sur le pays lorientais. On peut éventuellement parler d'arpentage, de cinéfrites, de rencontres avec des auteurs et des autrices, de tout plein d'événements qui se multiplient pour occuper nos espaces collectifs. Parce qu'on l'a vu, du côté de chez nous, il y a quand même des groupes qui se montrent. Ils sont minoritaires. Ils sont issus globalement après ce qui s'est passé à Callac et Saint-Brévin. C'est surtout là que ça a commencé, on l'a vu. Donc ils ont pris le nom de la cocarde, puis ils ont changé 6 ou 7 fois de nom et d'appellation en 3 ans, mais c'est toujours les mêmes individus qui agissent de façon très sporadique, nocturne, qui se mettent pas en avant, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et je pense bien évidemment aux camarades du planning familial, puisqu'à Lorient, il y avait eu une soirée sur la vie affective et sexuelle qui s'était déroulée. Et ils ont même intimidé les participants et participantes. Il y a aussi tout ce qui s'est passé avec le tiers-lieu, le concept à Lorient. Voilà. Je pense qu'il faut les applaudir, parce qu'elles font un très très gros travail. Très gros travail. Et le concept, c'est un petit peu notre premier bastion de résistance en fait, parce que Lisa et Élise, les 2 co-gérantes, elles permettent l'organisation de soirées, de rencontres avec. Là, la dernière, c'était avec Contre-Attaque. Il y a eu la diffusion du film documentaire de Mathieu Rigouste, Nous sommes des champs de bataille. Et ça, tout ce qui est organisé à Lorient, l'extrême droite, elle le déteste. Et donc je pense que, sincèrement, il faut multiplier les événements, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de soutenir, parce que notre premier rôle, c'est le soutien. Et voilà, ne pas leur laisser de place. Effectivement, il y a dans les espaces collectifs et il y a dans l'espace public où il y a eu une manifestation qui s'est passée début mars à Lorient, régional. Parce que, pourquoi il y a ces manifestations et ces rassemblements? C'est parce qu'il faut quand même bien prendre en compte qu'il y a une vingtaine de plaintes qui ont été déposées depuis octobre 2022. Donc depuis que SOS Méditerranée se fait attaquer, les intervenants d'SOS Méditerranée devaient donc intervenir dans un lycée lorientais, et ils ont été menacés par ces mêmes individus, quoi. Donc voilà. Il faut pas qu'on lâche, il faut qu'on continue la lutte antifasciste et la lutte antiraciste aussi, parce qu'on l'a pas souligné, on l'a souligné, mais de notre côté, on l'a pas assez souligné à Lorient, la lutte antiraciste, et de proposer à plein de minorités d'intervenir. On a fait aussi pas mal de trucs avec les Kanaks. Donc voilà, là on souhaite faire aussi prochainement une soirée justement sur l'antiracisme.
Donc voilà, tu vois, on essaie de se bouger et de faire bouger aussi nos camarades. Et on peut voir tout votre travail, notamment sur du coup les réseaux sociaux aussi, parce que vous partagez beaucoup de choses en tant que média, du coup sur Lorient la combative. Donc si jamais vous voulez regarder tout ce qui se passe, notamment à Lorient aussi, pour s'inspirer des villes dans lesquelles il y a une auto-organisation plus grande, parce qu'il y a aussi plus de monde parfois. C'est intéressant de regarder du coup ce que vous faites, aussi tous les événements que vous organisez, les intervenants que vous faites venir. Ça permet aussi de se donner aussi du courage, et potentiellement quand on fait venir un intervenant dans une ville, lui proposer d'aller dans un autre endroit aussi. Il y a un peu cette envie-là de partager, cette nécessité de partager des contacts, de se dire que quand on fait venir des intervenantes dans des grandes villes de Bretagne, peut-être les pousser à venir plutôt 1 ou 2 jours pour qu'ils puissent aussi aller dans des endroits où il y a moins de conférences, de tables rondes aussi sur ces sujets, pour qu'on puisse élargir encore une fois les cercles, que ce soit pas uniquement dans les gros pôles urbains que se retrouve la lutte contre l'extrême droite, mais qu'on ait aussi ça dans les zones plus rurales de Bretagne. Ouais, et il y a un truc qui est hyper important de ce que tu viens de dire là, c'est que il y a quand même les éditions Divergence qui sont à Quimperlé, et on essaye, là on va essayer de proposer un événement le vendredi à Quimperlé et puis un autre le samedi, pour éventuellement toucher d'autres personnes qui ont peut-être pas de voiture ou qui utilisent les transports en commun. Donc plein de choses comme ça qui vont tenter de se mettre en place. Mais on y croit en tout cas. La lutte elle est pas perdue. Il faut juste qu'on se donne les moyens de la gagner. Merci beaucoup Pascal. On va passer le micro à Patrick pour terminer. Je voulais qu'on termine la table ronde aussi par cet enjeu qu'on partage ensemble et qui est de savoir comment est-ce qu'on arrive à toucher encore plus de monde. Et donc toi Patrick, tu es à la Ligue des droits de l'homme à Concarneau, tu es ancien prof d'éco, mais tu es aussi très intéressé par la question de pédagogie. Et donc on voulait parler avec toi de tous les outils qu'on peut utiliser en termes de sensibilisation. Moi je le dis souvent, mais je pense que en vrai, l'entre-soi qu'on peut créer à des endroits, je pense qu'il est sain et qu'il est nécessaire. Je pense que c'est compliqué d'être dans des situations conflictuelles en permanence avec des gens qui sont à l'opposé du spectre politique. Moi, je pense que c'est important de revendiquer la nécessité entre nous, idéologiquement, d'avoir une forme d'entre-soi à des endroits, aussi pour des questions de santé mentale, notamment pour les personnes LGBT ou les personnes qui sont constamment mégenrées, pour les personnes trans, etc. Donc c'est important d'avoir ces espaces d'entre-soi. Et il ne faut pas jeter tout l'entre-soi à la poubelle. On se crée aussi ces espaces-là entre nous parce que ça nous fait du bien, ça nous permet de se serrer les coudes, ça nous permet de célébrer, de construire une culture commune. Et donc merci à cet entre-soi d'exister, merci à ces endroits-là ensemble, de se sentir dans des espaces. En tout cas, moi je me sens dans un espace en sécurité avec vous et ça fait du bien de vivre ça ensemble. Donc merci à vous tous et toutes d'être là. On peut applaudir ça. Là. Je dis ça parce j'ai l'impression que, moi, je parle pour moi, mais en tout cas en tant que militant, on peut avoir tendance à s'auto-flageller en ayant l'impression de pas faire assez, de toujours être dans cette forme d'entre-soi. Je pense qu'il est important et je pense que c'est important de le souligner. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est une fois qu'on repart de ces entre-soi un peu ressourcés, qu'on a rechargé les batteries, qu'on est prêt et prête avec des nouveaux arguments, avec de nouvelles manières de faire, comment est-ce que justement on peut aller toucher d'autres personnes, peut-être son entourage avec qui on a des conversations parfois un peu difficiles sur Vincent Bolloré, repas de famille, parce que quand même c'est un bon patron et qui crée de l'emploi. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait justement pour parler de ces sujets-là à nos proches, autour de nous, au travail, dans nos universités, et donc peut-être parler avec toi des outils aussi de sensibilisation et comment on change un peu des outils qui peuvent être un peu différents et qui peuvent permettre de toucher un plus large public. D'accord, merci pour l'intro. Effectivement, ça rejoint un peu la dernière intervention, c'est comment se donner les moyens d'aller au-delà. Donc de l'entre-soi et des personnes mobilisées. En fait, la réponse, moi j'étais directeur pédagogique du CNAM, j'ai travaillé beaucoup sur les outils pédagogiques et c'est vrai que je m'aperçois que dans le contexte qui est effectivement de plus en plus difficile, le rapport de force, David le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes prêtes à se mobiliser contre la société, contre la démocratie. Il faut donc s'outiller et se doter de moyens pour toucher un public plus large. Et effectivement, l'idée qu'on a eue à la section de Concarneau de la LDH, c'est de travailler sur la production de ces outils.
Et ça se fait pas en 5 minutes. Donc c'est un peu différent de l'action militante qui consiste à créer des événements, etc. C'est un travail de préparation, d'outils qui permettent de dialoguer avec un public large sur les thèmes très sensibles et s'adresser à ce que tu disais tout à l'heure, la tête et les cœurs. Puisque l'extrême droite a comme projet de convaincre la tête et les cœurs pour prendre le pouvoir, et une fois qu'ils sont au pouvoir, se donner les moyens de plus jamais en ressortir. C'est nous qui souhaitons nous opposer à ça. Il faut qu'on se donne les moyens de s'adresser aussi à la tête et les cœurs, et pas de le faire forcément directement, mais d'avoir des... Alors l'idée, c'est d'avoir des outils qui permettent à toutes les associations, toutes les personnes mobilisées, qu'il s'agisse de syndicats ou de regroupements comme Visa, qu'il s'agisse de planning familial, qu'il s'agisse d'associations militantes, d'écoles, d'enseignants, qui leur permettent de dialoguer avec un public assez large. Et donc on a eu l'idée de créer des scénettes, qui en fait mettent en scène des dialogues ou des propos ou des situations qui sont favorables à l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on connaît, où l'extrême droite introduit justement ces idées dans la société. Donc de concevoir des scénettes, alors c'est un peu comme des petites pièces de théâtre, ça peut prendre des formes de livrets ou ça peut prendre des formes de clips vidéo qui présentent une situation avec des personnages, avec des dialogues, avec des échanges qui débouchent souvent sur une situation de blocage, parce qu'on ne sait pas quoi faire face à ça. Par exemple, quand Marine Le Pen dit que l'immigration, c'est faire entrer des Mohamed Merah en France, et quand on a, alors sans aller jusqu'au salut nazi, j'étais aussi à Rospordin quand on a assisté à ça, et tout le monde était démuni. On ne savait pas quoi faire. Et parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'est pas formé, qu'on n'a pas les outils. Donc pour avoir ces outils et être capable de réagir et de s'adresser à un public plus large, il faut s'entraîner. Et donc on a commencé à travailler sur 2 scénettes, une qui concerne sur le thème de l'immigration, l'immigré, le colon, c'est-à-dire le fait qu'on a été colonisateur, on a exterminé les Indiens aux États-Unis, et puis aujourd'hui, on s'oppose, l'extrême droite n'accepte pas l'immigration et traite de colonisateurs les immigrés. Donc c'est un paradoxe. Donc on a fait une scénette là-dessus qui se passe dans une école et qui prend la forme d'un clip vidéo et qui peut être utilisé par une association, etc., pour amener ensuite le dialogue, la réflexion. Alors, qui est l'immigré? Qui est le colon? C'est quoi être immigré? C'est quoi être étranger? C'est quoi la frontière, etc. Donc c'est des outils qui permettent d'ouvrir la discussion et le dialogue. Alors, on a comme ça toute une série de thèmes qui sont, on les a pas inventés. Vous connaissez peut-être le bouquin de Hédin où il parle des propos de l'extrême droite. Et par exemple, c'est la notion de on n'est plus chez nous. On a toujours, il y a des chapitres comme ça où il fait l'inventaire de ces propos, de ces messages subliminaux qui sont introduits par l'extrême droite dans la société, dans les différents milieux, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse des familles ou des écoles. L'identité, la sécurité, ils profitent de nous. Le problème, c'est l'islam. Les Français d'abord, la solution. Donc on a ces thèmes-là. Sur chaque thème, on travaille sur des scènes où ça se joue. Et on utilise en fait beaucoup d'analyses. Les analyses des mécanismes de l'extrême droite sont bien connues, sauf que on les a pas travaillés. On ne s'est pas entraîné à travailler. Et par exemple, on sait que les mythes, l'extrême droite s'appuie sur des mythes qui ne sont pas d'aujourd'hui. Le mythe de la décadence après l'âge d'or. Le racisme et la hiérarchie des humains, bon ça c'est plus connu. Les parasites, nous les travailleurs, nous sommes bouffés par des parasites d'en haut
souvent les juifs, d'en bas les immigrés, et donc le complotisme, le messianisme, le chef, on a besoin d'un chef pour nos... Donc on a tous ces mécanismes-là, on les a identifiés. Maintenant, il faut pouvoir s'entraîner à réagir, à s'organiser pour pouvoir aller contre tout ça. Donc on a commencé à travailler sur deux scénettes, on en a une série en préparation, et on a besoin de deux choses. Et c'est pour ça qu'on pourra en parler si on fait des sous-groupes tout à l'heure. C'est assez concret, mais ça ne se fait pas en 5 minutes. On a besoin d'une part de milieux pour expérimenter ces outils qui permettent de les peaufiner, de les améliorer. Et aussi, on a besoin de rédacteurs ou de contributeurs. Et la méthode, quand on a une scénette, un thème, c'est d'identifier des propos tenus, des déclarations, de les mettre dans la bouche de personnages et de pouvoir les jouer et voir sur quoi ça débouche comme réflexion et quel dialogue on peut établir avec un public plus large. Donc voilà un peu le projet. C'est très ambitieux. La section de Concarneau, on n'est pas très très nombreux, mais on a commencé à bosser. Et je pense que ça vaut la peine d'investir pour pouvoir élargir le cercle. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. On va, je vois l'heure qui tourne. On va prendre quelques questions. C'était important d'essayer d'avoir différents modes d'action aussi. C'est pour aussi boucler avec la première table ronde sur les médias et la question des réseaux sociaux qui est beaucoup revenue, de savoir est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux comme un outil de mobilisation ou pas. Et donc c'était aussi important de se poser la question de quels sont les autres outils qu'on a à notre disposition sur lesquels on a plus de prise. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est un outil qu'on peut utiliser, mais du coup de se rappeler qu'il y a aussi des outils d'éducation populaire que peut-être on met un peu de côté parfois parce qu'ils sont, tu l'as dit, plus fastidieux, plus longs à mettre en place, ça nécessite de la formation. C'est pas forcément toujours aussi évident de faire des outils d'éducation populaire que de faire des publications sur les réseaux sociaux. Et donc là, ce que tu as dit là, c'est très inspiré aussi du Théâtre Forum d'Augusto Boal pour celles et ceux qui connaissent. Mais en tout cas, de revenir un peu à ces formats-là d'interaction pour pouvoir essayer de sensibiliser, convaincre, toucher d'autres publics. Avant on va quand même prendre quelques questions. Et après ça, si ça vous va, moi ce que j'avais envie d'essayer pour les personnes qui ont envie de rester jusqu'au bout, c'est de voir comment est-ce que on peut essayer de passer dans une posture d'acteur et d'actrice à la fin de cette conférence. Peut-être que les intervenants se répartiront dans l'espace et vous pourrez former des petits groupes autour des intervenants pour que vous puissiez discuter avec elles et eux directement, leur poser des questions en disant moi j'ai un centre de réfugiés, qu'est-ce que je peux faire, ou alors moi j'ai envie de donner mon temps pour accompagner les mineurs isolés, qu'est-ce que je peux faire, ou alors moi j'ai envie de contribuer à des médias indépendants, autopartisans ou sur le projet de Patrick notamment sur les scénettes, etc. Mais l'idée c'est de pouvoir avoir ces espaces d'échange après les questions et qu'on finisse bien à l'heure si c'est possible quand même. Je vois qu'il y a des mains qui se sont levées déjà, donc on va faire passer un micro. La technique, je ne sais pas si on a un deuxième micro et je vais donner la parole aussi à Erwan avant les questions. On a un deuxième micro, c'est celui-là. C'est le seul sans fil, donc je vais me déplacer. Et donc je te donne la parole le temps que je me déplace. Juste un petit truc que j'ai oublié de parler. L'année dernière, juste après Rospornin, en juin, j'étais à Eurojournalisme. C'est une ONG qui fait de protection des journalistes en Europe. Donc je me suis retrouvé avec des collègues hongrois, slovaques. Et juste 2 éléments très importants, enfin que moi je trouve importants, c'est parce qu'ils venaient de sortir une grosse enquête en Amérique du Nord, où on voyait que la disparition des médias locaux et régionaux correspondait à une montée des populismes et des votes populistes, notamment pour Trump. Et la deuxième chose, on a pas mal causé avec le collègue hongrois. Et donc en Hongrie, Orban, quand il a pris le pouvoir, il a d'abord pris les médias nationaux parce qu'il avait aussi des amis milliardaires qui ont acheté des médias nationaux, soit pour les contrôler, soit pour les fermer. Le plus gros journal d'opposition hongrois a été racheté et ils l'ont fermé la semaine d'après. Et maintenant, et après, il a racheté aussi. Enfin, ils ont racheté le Fidesz plein de médias locaux. Et quand les médias locaux voulaient pas se vendre, ils mettaient en face les maires du parti d'Orban mettaient des médias municipaux ou régionaux en face et les faisaient. Enfin, ils ont fait faillite les indépendants, quoi. Donc voilà, c'était juste que on est parfois exaspérant, la presse et tout ça, mais c'est quand même pas mal qu'on est là. En fait, moi, c'est plutôt une question qui est un peu ouverte.
c'est surtout dans le combat, face à l'extrême droite. On a le constat qu'on est pas très nombreuses dans les différents trucs. Ça parle de parler à la tête et les cœurs, mais j'ai l'impression on oublie la période Covid et aussi toute l'éducation de merde qu'on a. Mais moi, la question que j'amène, c'est comment on aborde la question du soin, en fait, parce qu'il y a énormément de personnes qui trimballent leur trauma et du coup se sentir légitime à rentrer dans un collectif de lutte, c'est compliqué. Dans les endroits où ça lutte, il y a beaucoup de mépris. Par exemple, je sais pas, de toxicophobie, de mépris de classe. La parole des premières concernées est pas souvent entendue. Donc moi, et puis même, je parle face à l'extrême droite, on se fait tabasser la gueule. Il y a plein de choses comme ça. Et du coup, en fait, c'est une invitation à vraiment à se concentrer sur la question du soin, et même autour de vous, vos potes qui sont peut-être qui virent un peu racistes et tout, en fait, il y a sans doute d'autres choses qui se jouent, et il y a une solitude à briser, voilà, et reprendre la rue, pas rester chez soi, c'est bien les conférences, mais il faut reprendre la rue de toutes les manières possibles. Bisous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Caro, Mélanie, parce que c'est Caro, on en a un peu parlé ensemble, mais sur l'enjeu aussi de l'écoute et du soin dans les milieux militants. Je ne sais pas si c'est un truc, vu que toi tu as l'expertise sur ce sujet-là, dans le travail que tu fais au planning, tu vas en parler un petit peu. J'en profite peut-être juste pour dire qu'il y a aussi sur le camp de l'écoute psy qui est proposé. Il y a une team soins qu'on peut applaudir. Un grand merci à elles et eux. Qui sont là aussi pour ça, et donc je crois que si je visualise bien, ça doit être derrière là-bas, si je me souviens bien, la tente de l'écoute psy. Ouais. Et ben du coup par rapport aux soins, je suis hyper d'accord avec toi. Je trouve que ce que tu as décrit, c'est vraiment très clair et très réel dans ce qui se produit un peu partout, et notamment dans les milieux militants. En fait, moi, l'outil que je trouve hyper enthousiasmant et efficace, c'est le groupe de parole. Oh, c'est hyper fort d'un coup. Du coup, le groupe de parole, ça peut se mettre en place assez facilement. Au planning familial, on organise régulièrement des formations pour nos bénévoles, pour qu'ils et elles soient capables de mettre en place un groupe de parole. C'est assez simple. C'est pas forcément un groupe de parole pour les femmes victimes de violences conjugales ou victimes de viol, parce que ça, c'est vrai que ça demande un peu de level, je sais pas comment dire, de niveau d'écoute et tout ça, mais on peut faire des groupes de parole sur plein d'autres thématiques, en fait. On peut faire des groupes de parole pour les personnes militantes qui sont en burn-out ou pas encore en burn-out, pour les ados, pour tout ce qu'on peut imaginer, en fait, voilà, et pour les personnes qui viennent de la classe ouvrière, par exemple, et qui se sentent discriminés par rapport à leur situation de classe. On peut faire des groupes de soutien entre personnes de la classe moyenne pour se dire comment on fait pour être un peu moins classe moyenne dans nos automatismes, des choses comme ça. Et ce qui est génial pour moi avec cet outil, c'est qu'en fait, on peut s'en saisir relativement facilement. Et une fois que la personne qui l'organise, elle pose le cadre, et après, c'est finalement de l'éducation populaire qui se produit de manière horizontale entre les personnes participantes, parce que chacun a forcément quelque chose à apporter, et le fait d'être ensemble et de s'en parler et de soutenir et d'échanger sur nos problématiques et les solutions que les uns, les unes, les autres ont pu trouver et mettre en place, ça fait vraiment un travail. Et pour moi, ce qui est révolutionnaire dans cette pratique-là, c'est qu'on sort du rapport expert-patient, psy-expert qui a fait plein d'études, et quelqu'un qui est victime et qui est pas en bon état et qui a besoin d'être soigné par quelqu'un qui est ultra diplômé. En fait, c'est pas vrai. En réalité, on peut s'entraider, et même quand on est dans des situations de détresse et qu'on se sent pas bien et qu'il y a des endroits où on a du mal à gérer dans nos vies, par ailleurs, on peut être une ressource pour quelqu'un d'autre. Et on peut l'aider, elle, à s'en sortir. Et en fait, donc les groupes de parole, pour moi, c'est des méthodes de soutien mutuel qui sont très émancipatrices et très anticapitalistes. Voilà. Merci beaucoup. On va reprendre d'autres questions. Avant ça, il y a la régie qui m'a fait passer un mot.
on a une petite capsule vidéo qui est très en lien avec tout ce dont on parle, qui sont les modes d'action pour faire face à l'extrême droite. Et il y a un mode d'action qui d'ailleurs moi me tient particulièrement à cœur, qui est aussi comment est-ce qu'on utilise l'art, la création, l'humour aussi pour aller toucher des gens qui iront pas lire des rapports, qui iront pas lire le livre des Bordés Bolloré. Et c'est important aussi, je pense que dans nos luttes, on trouve une manière d'incarner la joie qui est aussi importante pour nous. On entend la musique à côté, on va avoir les concerts à 20h tout à l'heure. Mais je pense que le village ici, il est aussi là. Et on l'a vu dans les images en mer aussi, c'était important, c'est d'incarner la joie, la fête, la célébration. Parce que malgré la période un peu angoissante et insécurisante qu'on peut vivre, je pense qu'on va aussi attirer un maximum de gens dans nos luttes et dans nos combats, parce qu'on montre que ce qu'on fait, ça nous fait kiffer. Et je pense que ça, c'est hyper important et on le voit. Et on va essayer de y arriver. Et je pense qu'on va vous montrer un petit film qui est en lien avec ça. Mais voilà, c'est un collectif d'artistes engagés qui s'appelle Le Bruit qui court et qui a produit une gazette humoristique sur Vincent Bolloré, qu'il a essayé de la distribuer, notamment sur les marchés, etc., pour aller toucher d'autres publics. Vous allez voir ça dès maintenant. Et puis si vous voulez récupérer la gazette, je pense que les gens du collectif qui les ont peuvent lever la main, comme ça on vous identifie tout de suite, qui sont plutôt par là-bas, voilà. Et donc ensuite c'est une gazette qui est vraiment à aller mettre dans toutes les toilettes de vos potes de droite avec qui vous savez pas comment parler de Bolloré. Allez leur glisser ce genre de choses, voilà, dans leurs toilettes pour qu'ils tombent dessus quand c'est en train de chier. Et là, bam, ça change. Vas-y, c'est parti pour la technique si c'est bon pour vous. On est en voiture jusqu'à la place du marché de Concarneau. On essaie de prendre des vidéos des crieurs et crieuses de distribution de la gazette. J'espère que les Bretons seront réceptifs à la distribution d'un petit canard qui leur permettra de s'informer sur Bolloré et son empire médiatique. Pourquoi c'est pas bien. En gros, on a rencontré donc Lisette et Daniel au marché ce midi, qui sont genre de Concarneau, qui sont de la région depuis super longtemps et qui sont pas du tout politisés. Ça crée du lien et je pense que c'est ça dont on a besoin, quoi. Et la Gazette, malgré les nombreux refus qu'on s'est pris, ça permet vraiment de créer un objet juste pour informer et apporter de la nuance et décrédibiliser d'une certaine façon. Le fait qu'il y ait des jeux, le fait qu'il y ait un titre qui était assez fun, les gens s'arrêtaient, posaient des questions, et des personnes qui n'étaient pas d'accord, mais finalement la conversation se super. se Bon, je faisait. profite pas du temps Les d'attente, c'est conversations bon. qu'on a eues ce matin, ça montre bien que ça. On est en voiture jusqu'à la place du marché de Concarneau. On essaie de prendre des vidéos des crieurs et crieuses de distribution de la gazette. J'espère que les Bretons seront réceptifs à la distribution d'un petit canard qui leur permettra de s'informer sur Bolloré et son empire médiatique. Pourquoi c'est pas bien. En gros, on a rencontré donc Lisette et Daniel au marché ce midi, qui sont genre de Concarneau, qui sont de la région depuis super longtemps et qui sont pas du tout politisés. Ça crée du lien et je pense que c'est ça dont on a besoin, quoi. Et la Gazette, malgré les nombreux refus qu'on s'est pris, ça permet vraiment de créer un objet juste pour informer et apporter de la nuance et décrédibiliser d'une certaine façon. Le fait qu'il y ait des jeux, le fait qu'il y ait un titre qui était assez fun, les gens s'arrêtaient, posaient des questions, et des personnes qui n'étaient pas d'accord, mais finalement la conversation se faisait. Et là, les conversations qu'on a eues ce matin, ça montre bien que ça marche, d'avoir un ton un peu plus léger, même si les messages restent toujours aussi importants et aussi sérieux. Pour moi, amener de la création et de l'art dans le militantisme, c'est vraiment une manière d'amener du beau et de potentiellement aussi mettre en mouvement des personnes. Parce que ça recrée des liens et ça nous fait faire communauté, et c'est exactement l'inverse de toutes les idées de l'extrême droite. Ouais, c'est une manière de connecter, quoi. Genre comme, je sais pas, sourire aux inconnus, rendre service à des gens qu'on connaît pas dans la rue, indiquer un truc, machin. Et ben, les blagues, c'est pareil, quoi. C'est faire du lien avec les gens. Et le beau, c'est essayer de faire du lien avec les gens. Il faut arrêter de penser qu'on va faire advenir un monde meilleur dans le futur, et il faut le vivre au présent. Et dans ce monde de demain, il y a quoi? Il y a du kiff, il y a du fun, il y a de la joie, il y a de l'humour, il y a de l'autodérision, il y a de la capacité à se décentrer de soi. Parfois c'est contre-productif, parfois c'est pas efficace, on a l'impression qu'on perd son temps. Mais si on prend pas du fun et du kiff sur la route, on va perdre des gens et on va se perdre soi. Ok.
Ok. Super. Je l'avais pas vu non plus, il est super. Trop bien. Voilà, c'était une petite interlude artistique, mais c'était aussi parce que c'est un autre mode d'action qu'on a envie de promouvoir, de voir comment est-ce qu'on remet de l'art et de la création dans nos luttes. Et donc il y a aussi des super t-shirts d'ailleurs qui ont été sérigraphiés par une orga militante qui s'appelle Sable de lutte, qu'on remercie aussi, que vous pouvez... Des t-shirts que vous pouvez acheter à prix libre pour financer toute l'organisation aussi de ce village, bien sûr. Personne n'est rémunéré, hein, mais il s'agit juste de rentrer dans les frais. Voilà. Et dire qu'il y a donc toujours des ateliers sérigraphiques, il y a plein de choses qui se passent aussi sur le camp pour pouvoir essayer d'incarner tout ça. Et la musique en fera partie, je préviens tout de suite, mais pour celles et ceux qui sont pas au courant, il y a des concerts à partir de 20h sur la grande scène. Et c'est là aussi où on fera les prises de parole à 19h. Peut-être reprendre juste quelques questions pour clôturer cette table ronde. Est-ce qu'il y avait des envies de partager quelque chose, des modes d'action, des trucs qui vous parlent ou des choses qui se passent sur votre territoire que vous avez envie de partager avec nos intervenants? Une ou deux prises de parole pour terminer. Et puis après, l'idée, c'est que les intervenants et intervenantes puissent se répartir dans l'espace et que toutes les personnes un peu timides qui n'ont pas osé poser leurs questions puissent aussi aller leur parler directement, puisque je sais que ça peut être un peu impressionnant de potentiellement prendre la parole en grand groupe comme ça. Il y avait une question à ma gauche là-bas. Ça m'arrange parce qu'à ma droite, ça m'aurait fait chier. Merci. Ouais, donc j'avais une question parce que vous avez dit tout à l'heure que vous organisiez des scénettes, vous écriviez des scénettes pour vous entraîner pour une fois sur le terrain. Je sais pas si on m'entend bien. Une fois sur le terrain, qu'on puisse avoir les outils, être armé. Et donc ma question par rapport à ça, c'est à quel niveau est-ce qu'on peut aller, enfin quel genre de personnes on peut toucher en ayant les armes justement, comme vous dites. Est-ce qu'on peut convaincre n'importe qui? Par exemple, j'imagine les cadres du RN, on va pas pouvoir, on perd notre temps. Et donc, est-ce qu'on peut, jusqu'où on peut aller, jusqu'à quel stade de radicalisation on peut essayer de convaincre? Merci. Je pense. Ça marche. Oui. Je pense que, en fait, ça dépend de ceux qui vont les utiliser. C'est-à-dire, par exemple, les maisons familiales ou le syndicat, ils connaissent des interlocuteurs qui sont peut-être perdus ou qui sont peut-être pas convaincus ou qui ne demandent qu'à réfléchir. Donc c'est un moyen de faire progresser les gens. On cherche pas. En fait, c'est pas le coup du chiffon rouge. Hein. On va taper sur le plus extrême pour essayer de le convaincre ou de le renverser. C'est plutôt de s'adresser à des personnes qui sont un peu paumées, qui sont un peu tentés d'emprunter le chemin proposé par les messianistes ou l'extrême droite et qui peuvent très bien amorcer une réflexion. Hein, donc en fait c'est le tout un chacun à mon avis, parce que la majorité de la population n'est pas fasciste. Donc inutile de se taper sur les plus fascistes des fascistes. Moi, j'avoue que dans ma vie étudiante, j'ai fait certaines actions comme ça, d'essayer de convaincre des gens qu'on ne pouvait pas convaincre, mais je pense qu'on peut convaincre une grande majorité des gens. Ouais, et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a plus de 11 millions d'électeurs. Du coup, ça nous laisse le choix des gens à qui on peut aller parler. Le fafomètre, il n'existe pas encore. Alors c'est sûr, il y a des gens comme De Cacré, c'est pas trop la peine d'y aller, mais nos collègues, clairement, à la machine à café, on a plein d'espace justement pour discuter des banalités, genre des conneries qu'ils ont entendues sur Synos, parce que c'est quand même un truc qui nous prend la tête. Nous aussi, on est en train de monter un outil qui s'appelle le tac au faf, c'est-à-dire une réponse du tac au tac quand on entend une connerie à la machine à café, parce que en fait, on a cet atout-là, quoi. C'est qu'on a une proximité avec nos collègues, mais en dehors du travail, on a quand même une proximité aussi avec nos voisins. Et alors, on a tous notre compte voisin, c'est sûr, mais il y en a quand même avec qui on peut parler, et donc du coup faut pas se priver, parce que de fait on n'a pas le choix. On peut pas laisser perdurer une situation où il y a 11 millions d'électeurs FNRN, et faut quand même, histoire d'avoir une vision un peu optimiste,
N'oubliez pas que dans l'histoire du FN, ils se sont déjà cassé la gueule électoralement parlant. Quand Maigret s'est barré, ça a été une véritable catastrophe pour eux. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait une catastrophe au sein du parti, parce que c'est ça qui est bien avec les fascistes, et que quand il s'agit de suivre le chef, ils sont tous contents, mais quand ils sont pas d'accord sur qui est le chef, ils ont tendance à se mettre sur la tronche. Mais avant d'attendre ça comme solution, on a quand même des outils, et c'est d'aller voir les gens et leur parler concrètement. En fait, c'est une idéologie qui n'appelle qu'à la haine. Ils ne visent que la guerre civile. On a quand même des atouts énormes. C'est que nous, on vise l'égalité des droits et un vivre ensemble, j'aime pas trop cette expression, mais enfin, vous m'avez compris, qui fait qu'on n'a pas de haine vis-à-vis des gens qui vivent avec nous, quand bien même ils peuvent être différents suivant leur orientation sexuelle, suivant leur origine, réelle ou supposée, suivant leur religion, réelle ou supposée. On a quand même un atout énorme, c'est cette capacité-là. Et on n'a pas le choix. Il faut aller voir les gens et parler avec eux, quand bien même ils nous sortent des dingueries. Je voulais juste rajouter les jeunes, quoi. Les gens au lycée, les gamins, il y en a dans les milieux ruraux, dans les lycées agricoles, dans les lycées des petits villages, ils sont beaucoup à se poser la question. Ils n'ont pas encore le droit de vote. Leurs parents votent déjà RN. Et ils sont beaucoup à pas savoir et à se dire, est-ce que je vais faire comme papa et maman? Et en fait, il y a beaucoup moins. Quand moi j'étais au lycée, on avait régulièrement des temps d'éducation populaire avec justement du théâtre forum, avec des lectures, etc., qui cherchaient à nous faire réfléchir sur la démocratie et tout ça. Alors il y en a toujours un petit peu, l'éducation à la vie civique, etc., mais il n'y en a pas autant qu'avant. Et en fait, les gamins, ils vont vachement moins dans les centres aérés, dans je sais pas, les éclaireurs de France, les colos, les CMEA, les trucs comme ça. Et du coup, il y a beaucoup moins d'endroits où ils sont mis dans des situations comme ça à réfléchir, à faire un peu de la philo pour les jeunes, quoi, de la politique pour les jeunes. Et vraiment là, il y a énormément de boulot, il y a vraiment un truc à jouer parce qu'ils votent dans 2 ans, quoi. Justement, pour rebondir, il y a un endroit où les jeunes sont tous et toutes, c'est à l'école. Et nous, on voulait parler de ce qu'on fait à Saint-Nazaire. On s'est retrouvés entre les militantes de la Civise, donc le collectif qui a mis tristement, en lumière le nombre incroyable de victimes d'inceste en France et qui a été puni de ce résultat par le gouvernement. Et on s'est allié avec elle et l'intercollectif féministe dans lequel il y a plusieurs profs de l'éducation nationale, et on a décidé de faire le boulot du gouvernement d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il fallait absolument contrecarrer le discours des parents vigilants et consorts sur les VARS, donc éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle. Sur leur réseau, ils disent tout et n'importe quoi. Ils disent que l'éducation nationale va apprendre la sodomie aux enfants de 4 ans, etc. Et donc on s'est réunis, on a organisé des réunions d'information aux parents et aussi parfois aux collègues, parce que des fois c'est des collègues qui viennent à nos réunions, pour dire ce que c'est vraiment que ce programme d'éducation qui est sorti en février dernier. On est censé le faire dans les écoles depuis 20 ans. Et là, il y a un vrai programme qui oblige à 3 malheureuses séances d'éducation à la vie sexuelle, relationnelle et affective par an et par niveau. Donc voilà, donc c'est tout simple. On est moins de 10 à faire ça. On a déjà fait une, on va en faire une autre dans la presqu'île de Guérande. Notre prochain objectif, c'est d'aller à Donge, qui est la future mairie FN du coin. Et voilà, ça demande du temps, un petit peu de temps, un peu d'énergie, mais c'est assez simple à faire en réalité. J'en profite pour rajouter que sur cette thématique-là, un mot qu'on n'a pas encore prononcé aujourd'hui, mais qui a été reprononcé dans les autres tables rondes, c'est désarmerbolloré.net. Désarmer Bolloré, c'est une campagne qui a été lancée par différentes organisations, dont les Soulèvements de la Terre, mais pas que. Il y a plus de 150 organisations qui ont signé le démarrage de cette campagne. Et donc, il y a notamment cette question de la lutte dans les écoles, et notamment la question des manuels scolaires, qui fait lien avec ce que tu dis là, puisque Bolloré a racheté la maison d'édition Hachette, qui édite plus de 70%
des livres scolaires aujourd'hui en France. Et donc il y a un vrai questionnement sur, quand on sait la ligne idéologique qui est portée dans les médias qui sont possédés par Bolloré, quelle peut être l'implication qu'il peut y avoir sur les programmes scolaires. Alors c'est du plus long terme parce que les manuels sont réédités, il me semble que c'est tous les 5 ou 6 ans, c'est pas des rééditions tous les ans, mais en tout cas il y a un vrai travail à faire sur du plaidoyer auprès des institutions donc de l'éducation, peut-être auprès de vos écoles si vous êtes parents d'élèves, etc., pour savoir quels sont les livres scolaires qu'on achète et comment est-ce qu'il peut y avoir aussi une vraie campagne à mener sur les manuels scolaires, puisque c'est un espace de boycott très intéressant en termes de rapports financiers, rapports économiques que ça peut, le coût que ça peut avoir pour les maisons d'édition Hachette aussi, et donc faire attention aux contenus qui sont diffusés par ces manuels-là. Voilà, donc c'est un autre aspect de la campagne des armées Bolloré qui est pris aussi en charge par beaucoup de gens qui sont dans les milieux éduques et tout, et je crois que notamment le syndicat Sud Éduc, ou Solidaire Éduc, qui sont ici présents aussi sur le camp, sont assez mobilisés sur cette question si vous voulez aller les voir. Est-ce que je vois qu'il y a je prends une dernière question et ensuite j'ai vraiment envie de tester ce truc de vous mettre à contribution et tout ça. Je vais aller jusqu'au bout de cette idée, on va voir si ça prend, mais vraiment l'idée c'est de mettre un peu les intervenants dans l'espace et que vous puissiez aller autour des intervenants pour discuter avec elles et eux, et que vous puissiez essayer de repartir de cette table ronde en passant la porte du chapiteau en vous disant qu'est-ce que moi je peux faire concrètement. Est-ce que c'est un tacofaf à la machine à café avec le Visa qui propose ça? Est-ce que c'est soutenir le planning familial, c'est proposer de l'écoute? Est-ce que c'est donner 1 heure de mon temps à la LDH pour aller accompagner des personnes en situation de migration? Est-ce que c'est faire aussi de la création artistique, de l'art, de l'éducation populaire, d'aller toucher les jeunes? Je donne la prise de parole pour la dernière question et ensuite on essaiera de faire ça. Merci. Je vais essayer d'être claire et je pense que ça va peut-être faire le lien avec la première question. Et ma question, elle est très ouverte en fait, mais c'est hormis, si on enlève la question précédente, tout ce qui a été dit dans les minutes qui ont précédé, j'aimerais bien avoir la vidéo et compter le nombre de fois qui a été dit les gens. Il y a eu beaucoup les gens. Et du coup, à force, ça fait vraiment sentir à quel point s'il y a les gens, c'est qu'il y a nous. Il y a un côté nous, un côté les gens, que finalement, tout ce qui s'est dit au fur et à mesure, c'était de plus en plus, sans jamais dire le nous, mais ça concrétisait ce fait que ici, on avait les gens qui étaient les personnes qui n'étaient pas les gens, les personnes qui étaient le nous, et qui pensaient des actions pour les gens. Donc peut-être, je pense que la première intervention se faisait au nom de les gens-là, qui au moins une personne était venue, elle est partie. Du coup, si les actions pensées pour les gens un peu paumés, etc., marchent, ce sera quoi après, quand il n'y aura plus d'un côté les gens et d'un côté nous? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un manque ou un espace imaginaire à ouvrir ou quelque chose à préciser de où on va en fait, parce que séparer comme ça le nous, les gens d'un côté, faire du lien, oui, mais faire du lien pour faire quoi? Enfin, il manque un truc, pardon, je peux pas, je sais pas si c'est clair, mais je vois pas comment on peut passer à autre chose si tout ce qui est pensé et tout ce qui est projeté en termes d'action l'est à partir de cette distinction entre le nous et les gens. Voilà. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un problème de poser la situation comme ça. Et moi, mon point de vue très personnel, mon expérience, c'est que il faut admettre qu'on apprend des deux côtés. C'est-à-dire que nous qui parlons avec ces personnes qui sont les autres, il faut qu'on comprenne un peu plus pourquoi tout ça s'est produit, pourquoi on en est arrivé à cette situation. Et eux aussi nous comprennent. Et donc je pense que c'est trouver les occasions de dialogue, de débat. Et ces occasions manquent aujourd'hui en toute honnêteté. Moi, j'aurais envie d'entendre peut-être Caroline, quand tu m'as partagé ton expérience par rapport à cette question que se pose notamment la militante féministe Emma Conquet sur notre posture en tant que militants
et sur la posture classiste qu'il peut y avoir parfois dans ces démarches très descendantes qu'il peut y avoir. Pour mettre les pieds dans le plat, tu me partageais cet exemple de est-ce que notre manière de parler, les mots qu'on utilise, est-ce que parfois il faut décider de se passer de l'écriture inclusive dans certains contenus pour aller toucher des personnes qui sont pas adeptes de l'écriture inclusive. Enfin, toutes ces questions-là, donc tu m'as parlé un petit peu, qui me semblait répondre un peu à cette question de posture que j'entends, si j'essaie de reformuler ce que moi j'ai entendu dans ta question, sur la posture qu'on adapte aussi en tant que militant pour pas créer cette histoire de nous qui sommes du bon côté et d'autres personnes qu'il faudrait aller convaincre et sensibiliser qui seraient du mauvais côté ou pas encore du bon côté. Je sais pas si ça te parle en termes de posture, le dialogue qu'on a eu tout à l'heure avant la conférence. C'est une question qui est hyper vaste, je trouve. Du coup, le nous et les autres, je pense que déjà on a un automatisme en fait dans nos représentations mentales et dans nos manières de s'exprimer en tant que militants qui est pas juste. Mais je pense que c'est pas la réalité de ce qu'on décrivait, parce que là, dans toutes les propositions qui ont été faites, que ce soit les ateliers d'art, ça inclut, enfin, c'est faire du fun pour nous, en fait, pour que notre vie, elle soit fun et qu'il y a justement les gens, plein de gens, n'importe quel gens qui puissent avoir envie de participer à ce fun, parce que c'est cool. Le théâtre forum, c'est pas quelque chose qui s'organise pour les gens. Quand on crée des scénettes, on va participer aussi. Il faut d'abord bosser, bien sûr, mais après on va participer, on est dedans, on va réfléchir avec, on n'est pas à côté en train de regarder les gens penser. Les groupes de parole dont je parlais tout à l'heure, c'est pareil, on est dedans, la personne qui pose le cadre, elle participe aussi, elle va évoluer elle aussi, elle va apprendre, elle va partager, elle va pouvoir parler de ses problématiques, etc. Donc je pense que dans tout ce qui a été cité, il y avait quand même beaucoup de propositions qui étaient très horizontales, je ne sais pas trop quel mot autrement utiliser. Par contre, effectivement, le sujet dont je te parlais, Maxime, par rapport à Emma Conquet, donc Emma Conquet, c'est une journaliste féministe qui est dans le Lot et qui vit en milieu rural et qui travaille beaucoup sur le féminisme de subsistance et comment justement sortir de cette vision qui est un peu urbano-descendante, urban gaze, elle parle d'urban gaze, sur les femmes de la campagne et comment des personnes qui sont des personnes néo-rurales s'imaginent arriver dans des milieux ruraux et se dire tiens, je vais ramener mes pratiques urbaines pour montrer aux personnes ici comment on fait pour être féministe ou pour être militant, ou etc. Et que ça, c'est une posture dans la tête qui est une posture oppressive, en fait. C'est une posture de supériorité, de condescendance d'une certaine manière. C'est pas forcément, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais c'est ça le résultat. C'est une posture de colon, en fait. Et donc, elle, ce dont elle parle, c'est au lieu de créer des groupes, par exemple, elle donnait l'exemple groupe de parole ou groupe d'autodéfense, donc justement, j'ai parlé de ça tout à l'heure, mais elle disait, en fait, il vaut mieux essayer d'aller dans des groupes qui existent déjà, de couture ou des choses comme ça, et parler avec les gens qui sont là, et pas considérer que nous, on a la solution, la meilleure idée du truc qui va enfin faire quelque chose de nouveau et qui change vraiment. Parce qu'en fait, ce qu'elle explique beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà présentes dans les milieux ruraux et que c'est aussi à nous, si on a envie d'agir et d'intégrer ces territoires parce qu'on kiffe d'habiter à la campagne et de faire toute cette vie de subsistance, de féminisme de subsistance, c'est d'intégrer ce qui est déjà là. C'est pas d'imaginer qu'on arrive... On a des super plans, enfin bon voilà. Et ça arrive souvent. Donc ça, je pense que oui, c'est un endroit où ce qui est en jeu, c'est des prises de conscience, c'est de re-questionner nos positionnements, d'où on vient, où on arrive, et d'être peut-être un petit peu plus, comment on dit, humble. Voilà. C'est ça, à quoi ça me fait penser. Et dans cette histoire du nous et du vous, moi je pense qu'il y a un truc qui est génial, c'est de valoriser ce que nous avons toutes et tous. Et il y a un truc que nous avons toutes et tous, ça s'appelle la Sécu. C'est un outil génial qu'on pourrait vraiment perfectionner, qu'on pourrait étendre vers la sécurité sociale et alimentaire, mais n'empêche que c'est un héritage de la résistance. Et ce système, il permet à toutes et tous, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, de mettre dans une caisse qui, au final, nous donne des droits à toutes et à tous, et on s'en fout de savoir à qui ça appartient. Et cette sécu, elle est la cible de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui parce que justement ils veulent instiller de la préférence nationale là-dedans. Et donc je pense que sur cette histoire du nous, on peut valoriser cet outil génial et continuer à faire ce qu'on a fait. Et on n'a pas gagné sur les retraites, mais on empêche qu'on a quand même gagné au moins une victoire symbolique. C'est que le premier ou la première qui va essayer de faire remonter encore le temps de travail,
On sait qu'on y sera toutes et tous, encore une fois, pour la défendre, mais n'empêche qu'on peut engager de nouveaux combats vers l'extension des droits de la sécurité sociale alimentaire, par exemple. Merci. Je vois, il est déjà 18h, donc ce qui va se passer, c'est que je vais clôturer là le moment comme ça.